5 ans sous le même toit, mais pas avec le même cœur. Elle s'était habituée au silence, jusqu'à ce que son regard change. L'homme qui autrefois était de glace brûlait d'un désir contenu. Et cette nuit-là, l'amour parla plus fort que l'orgueil. Chapitre 1. Portrait d'un mariage silencieux. Les rayons dorés du soleil couchant se déversaient sur le penthouse de l'immeuble Horizon, découpant la silhouette imposante d'Henri Mercier sur l'horizon parisien. Du haut de ses 42 ans, il contemplait la métropole qui semblait minuscule à ses pieds, exactement comme tout et tous dans sa vie. L'empire Mercier Développement Urbain, qui avait transformé le paysage de la ville au cours des 30 dernières années, n'était qu'une extension de son pouvoir. Henri le savait, et tout en faisant tourner le verre de whisky entre ses doigts, il s'accorda un rare moment de réflexion sur la manière dont sa vie était devenue exactement ce que son père avait planifié. Dans le salon impeccablement décoré, mais vide de toute vie réelle, Hélène arrangeait discrètement les fleurs dans un vase en cristal. À 35 ans, l'élégance naturelle qu'elle possédait était devenue son armure. Fille unique de l'une des familles les plus traditionnelles de la région de Lyon, les Allary avaient bâti leur fortune dans le secteur textile avant de l'étendre à divers investissements. Le mariage avec Henri, 5 ans plus tôt, avait scellé une puissante alliance d'affaires, bien qu'aux yeux du monde il fût vendu comme un conte de fées d'entreprise. Le dîner avec les investisseurs japonais est confirmé pour jeudi, dit Hélène, sans lever les yeux des roses qu'elle ajustait avec une perfection étudiée. J'ai demandé au chef François de préparer un menu qui combine des éléments français avec des touches orientales. J'ai pensé que ce serait un geste de courtoisie. Henri acquiesça sans se retourner, compétente comme toujours, répondit-il, le compliment aussi mécanique qu'un tampon sur un contrat. Raymond a-t-il envoyé les rapports finaux du promoteur immobilier de Saint-Germain-des-Prés? Oui, je les ai laissés sur votre bureau avec les documents de la fusion que vous aviez demandé. Le dialogue, prévisible et froid comme le marbre qui revêtait l'appartement, était la synthèse parfaite des 5 années qu'ils partageaient. Ils n'étaient ni ennemis ni amants. Ils étaient associés dans une entreprise nommée Mariage, où chacun remplissait méticuleusement son rôle sans jamais franchir la frontière de la véritable intimité. Pour Henri, né et élevé dans l'ombre du patriarche Auguste Mercier, les émotions étaient des luxes dangereux. Son père, un homme qui avait bâti un empire en partant de rien dans la banlieue parisienne, répétait comme un mantra « Le sentiment est une faiblesse, mon fils. Et un homme faible perd tout. » Cette philosophie spartiate avait façonné chaque centimètre de sa personnalité, chaque décision prise, chaque relation maintenue à une distance de sécurité. Hélène était belle, éduquée et socialement parfaite, une femme trophée qui remplissait son rôle d'hôtesse avec maestria, sans jamais le questionner ni exiger ce qu'il ne pouvait pas donner, la vulnérabilité. À l'autre bout du penthouse, Hélène termina l'arrangement floral et s'autorisa un bref soupir. Elle n'était pas malheureuse au sens conventionnel du terme. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Et, après des années à observer le mariage raté de ses parents, une union de façade qui cachait trahison et ressentiment, elle n'entretenait aucune illusion romantique. Elle s'était mariée avec Henri en sachant exactement à quoi s'attendre. Une vie de privilèges, de respectabilité et de solitude déguisée en indépendance. Ce qu'Henri ne savait pas, ce que personne à part son assistante personnelle, Carmen ne savait, c'était qu'Hélène avait trouvé un but au-delà des murs de cette prison dorée. 2 ans après le mariage, utilisant une partie de son héritage personnel et un nom d'emprunt, elle avait créé la fondation Les Mariannes de France, dédiée à donner de la visibilité aux femmes artistes des communautés périphériques. Le projet, commencé timidement avec des ateliers dans les quartiers nord de Saint-Denis, avait grandi organiquement pour devenir un mouvement culturel respecté à Paris, avec des expositions, des publications et des programmes éducatifs. « Je sors », dit annonça Hélène, prenant une discrète pochette sur la table d'appoint. « J'ai cette réunion à la Fondation de Paris pour le soutien aux arts. » Henri acquiesça distraitement. Les activités philanthropiques de sa femme n'étaient qu'un autre élément sur la liste des obligations sociales incombant aux femmes comme elle. Du moins, c'est ce qu'il pensait. « Ne m'attends pas pour le dîner. Il se peut que je rentre tard. » Le chauffeur attendait Hélène dans le garage de l'immeuble. Antoine, un homme de 60 ans qui travaillait pour elle depuis avant le mariage, était l'une des rares personnes à connaître sa double vie. « À l'entrepôt de Belleville, Antoine, s'il vous plaît. » dit-elle en montant dans la voiture. 20 minutes plus tard,
Le véhicule de luxe s'engageait dans une rue étroite du quartier bohème traditionnel de Paris. Le contraste entre la voiture et les environs ne passait pas inaperçu, mais Hélène ne s'en souciait plus. Là, dans cet ancien entrepôt réaménagé, elle n'était qu'Hélène, pas Madame Mercier, pas l'héritière à Larry. En entrant dans l'espace, une vague d'énergie créative l'enveloppa. Des femmes de divers âges, ethnies et origines sociales discutaient avec animation au milieu d'œuvres d'art en cours de création. Des peintures vibrantes, des sculptures provocatrices, des installations multimédia, toutes créées par des mains féminines qui, sans le soutien de la Fondation, n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de développer leur talent. Hélène, enfin, Déborah Laurent, une artiste plasticienne de 28 ans, venue de la banlieue de Marseille, courut vers elle. Avec ses dreadlocks colorés et son sourire lumineux, Déborah représentait tout ce qu'Hélène admirait, l'authenticité, le courage, la passion. « Nous avons besoin de ton avis sur le commissariat de l'exposition collective. » Et Louise a apporté les propositions pour le projet itinérant dans les écoles publiques. Pour la première fois de la journée, un sourire sincère illumina le visage d'Hélène. Ici, parmi ces femmes, ses idées comptaient, sa voix était entendue. Son existence avait un but au-delà de décorer la vie d'un homme puissant. Au siège de Mercier Développement Urbain, Henri terminait une visioconférence avec des investisseurs étrangers quand son père entra sans frapper. À 73 ans, Auguste Mercier possédait encore l'aura intimidante qui avait fait de lui une légende dans les affaires. « Nous devons parler du partenariat avec les Japonais », annonça-t-il s'asseyant sans y être invité. « Et de ta femme ?» Henri haussa un sourcil intrigué. Hélène était rarement le sujet de ses conversations avec son père. Qu'est-ce qu'il y a avec Hélène? Savais-tu qu'elle est impliquée dans un projet social en banlieue? Quelque chose sur des artistes marginalisés ou une autre bêtise du genre? La surprise sur le visage d'Henri fut authentique. Ce doit être un projet de la Fondation de Paris. Elle fait partie du conseil. Auguste secoua la tête impatient. Non, Henri, c'est quelque chose à elle. Fondation Les Mariannes de France. Mon enquêteur l'a découvert hier. Apparemment, ta femme a une vie parallèle dont tu ignores tout. Les mots frappèrent Henri comme un coup de poing, non pas pour le fait en soi, mais pour la prise de conscience qu'après 5 ans à partager le même toit, il n'avait aucune idée de qui était vraiment Hélène. Le sentiment de contrôle, si cher à ses yeux, subit sa première fissure. Et pourquoi cela serait-il un problème? Beaucoup de femmes de dirigeants ont des projets caritatifs. Qu'Auguste se pencha en avant, ses yeux froids fixés sur son fils. Le problème, mon fils, c'est que ces artistes qu'elle soutient créent des œuvres qui critiquent directement des entrepreneurs comme nous. Il y a une exposition prévue le mois prochain sur la gentrification et le déplacement urbain, avec un focus spécifique sur la manière dont Mercier Développement expulse les communautés traditionnelles. As-tu une idée des dégâts que cela peut causer à notre image, juste au moment où nous négocions avec les Japonais? Un silence tendu s'installa entre le père et le fils. Par la baie vitrée du bureau, Paris continuait sa danse frénétique de lumières et de bruit, indifférente au drame qui se déroulait au 40e étage de ce gratte-ciel. « Que suggères-tu que je fasse ?» demanda finalement Henri, sa voix contrôlée dissimulant la tempête intérieure. Auguste sourit, ce sourire qu'Henri connaissait bien, le sourire qui précédait les décisions implacables. « Rien pour l'instant. Je rassemble des informations. Mais je te suggère de commencer à prêter plus d'attention à ta femme. Mon fils, les femmes avec leurs propres projets peuvent devenir dérangeantes. » Quand Henri rentra chez lui ce soir-là, il trouva l'appartement vide. Dans la chambre d'Hélène, son parfum flottait dans l'air comme une présence fantomatique. Pour la première fois en 5 ans, il se demanda qui était vraiment la femme qu'il avait épousée, et pourquoi l'idée qu'elle ait une vie secrète, loin de ses yeux et de son contrôle, le perturbait plus qu'elle n'aurait dû. À l'aube, quand Hélène rentra enfin, il fit semblant de dormir. Il entendit ses pas délicats dans le couloir. Le doux bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, le soupir presque inaudible avant que la porte de sa chambre ne se referme. Quelque chose en lui voulut se lever, la confronter, exiger des explications. Mais un autre sentiment, un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer, le maintint immobile dans son lit, fixant le plafond comme s'il pouvait y trouver les réponses à des questions qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Chapitre 2. Révélation et ombre, E3. Semaines s'étaient écoulées depuis qu'Auguste
avait révélé à Henri l'existence de la fondation Les Mariannes de France. Durant cette période, l'homme d'affaires s'était trouvé partagé entre l'irritation de la découverte et une curiosité croissante pour cette facette inconnue d'Hélène. Discrètement, il avait demandé à Raymond, son conseiller le plus fiable, d'obtenir des informations sur le projet, sans impliquer le service d'enquête que son père contrôlait. C'était un samedi matin, lorsque Raymond entra dans son bureau à domicile, un dossier vert à la main. Hélène était sortie tôt, comme elle le faisait presque tous les week-ends, sous le prétexte d'engagement caritatif. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Henri, servant une tasse de café à l'employé qui l'accompagnait depuis l'université. « Plus que ce à quoi je m'attendais, sincèrement. » Raymond ajusta ses lunettes, un geste qu'il faisait toujours avant d'annoncer des nouvelles importantes. La Fondation Les Mariannes de France n'est pas juste un petit projet de charité, Henri. C'est une organisation sérieuse, structurée et de plus en plus reconnue dans le circuit culturel. Elle a commencé il y a 3 ans, axée sur les femmes artistes à faible revenu, mais elle a évolué pour devenir un centre culturel complet, avec des programmes éducatifs, des résidences artistiques et des expositions itinérantes. Henri feuilletait les documents imprimés, analysant des photos d'exposition, des coupures de presse et des bilans financiers impeccables. Et Hélène est derrière tout ça? Pas seulement derrière. Elle est l'âme du projet. Selon mes sources, elle est impliquée dans chaque détail, de la sélection des artistes à la gestion financière. Le plus impressionnant, c'est que la fondation est autonome. Hélène a utilisé son capital personnel pour démarrer. Mais aujourd'hui, ils ont des sponsors, vendent des œuvres et proposent des consultations culturelles à des entreprises. C'est un modèle d'entreprise sociale assez sophistiqué. La révélation tomba sur Henri comme un voile qui se lève. Pendant 5 ans, il avait vu Hélène comme une figure décorative, une femme trophée qui remplissait son rôle social à la perfection, mais sans profondeur. La femme qui émergeait de ces documents était une entrepreneuse visionnaire, capable de créer quelque chose de significatif, loin des projecteurs et du nom de Mercier. « Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Raymond. L'assistant se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Il y a autre chose que tu dois savoir. La semaine prochaine, lors du dîner de gala de Mercier Développement, il y aura une exposition d'art sur la mezzanine. Devine qui l'organise? La Fondation d'Hélène, conclut Henri, ressentant un étrange mélange de fierté et de trahison. Exactement. Apparemment, l'Institut culturel franco-japonais, qui finance en partie l'événement, a découvert le travail de la Fondation et a insisté pour les inclure dans la programmation culturelle. Le détail, c'est que personne dans l'entreprise ne sait qu'Hélène est derrière le projet, car elle opère sous un pseudonyme administratif. Henri se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. En bas, Paris pulsait à son rythme frénétique de samedi. Quelque part dans cette jungle de béton, sa femme, cette étrangère qu'il pensait connaître, construisait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. « Qu'en pense ton père ?» demanda Raymond, prudent. « Mon père n'a pas besoin de connaître les détails pour l'instant, » te répondit Henri, son esprit calculant les possibilités et les risques. « Continue de suivre l'affaire, mais avec la plus grande discrétion. » Quand Raymond partit, Henri resta immobile pendant de longues minutes. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement hors de contrôle, non pas de ses affaires ou de son empire, mais de sa propre maison, de son propre mariage. La sensation était déconcertante. Dans l'ancien entrepôt de Belleville, désormais transformé en siège de la Fondation Les Mariannes de France, Hélène coordonnait les derniers détails de l'exposition qui aurait lieu lors de l'événement de Mercier Développement. L'espace bouillonnait de l'énergie de dizaines de femmes préparant des œuvres, discutant des plans d'accrochage et finalisant le matériel de communication. « Sommes-nous sûrs de vouloir faire ça ?» demanda Carmen, son assistante personnelle et unique confidente dans le monde des Merciers. À 50 ans, avec sa posture impeccable et sa discrétion légendaire, Carmen était plus qu'une employée. Elle était la personne qui maintenait Hélène connectée à la réalité lorsque le poids de sa double vie menaçait de l'étouffer. « Nous n'avons pas le choix, » répondit Hélène, vérifiant la liste des œuvres sélectionnées. L'Institut culturel a spécifiquement insisté sur notre participation, et refuser éveillerait les soupçons. De plus, un sourire déterminé illumina son visage. Il est temps que le monde des Merciers découvre ce que nous avons construit ici, même s'ils ne savent pas que je suis derrière. Et quand votre mari le découvrira,
Parce qu'il le découvrira, Hélène. La question flotta dans l'air comme un nuage chargé. Hélène savait que le moment de vérité approchait, mais au cours des dernières années, elle avait appris à transformer la peur en carburant pour avancer. Quand ce moment arrivera, j'en affronterai les conséquences. Je n'ai pas construit tout ça pour me cacher éternellement, Carmen. La fondation est prête à exister au grand jour et moi aussi. De l'autre côté de l'entrepôt, Déborah s'approcha, portant une toile impressionnante qui dépeignait des femmes reconstruisant un quartier populaire après une expulsion forcée. Hélène, que penses-tu d'inclure cette œuvre dans l'exposition de l'événement d'entreprise? Je sais qu'elle est plus percutante que les autres, mais elle représente exactement ce que nous voulons communiquer. Hélène observa la peinture avec attention. Elle était puissante, indéniablement politique, et ironiquement une critique directe des pratiques que des entreprises comme Mercier Développement adoptaient fréquemment. « Nous allons l'inclure », décida-t-elle après un moment. L'art ne doit pas être dilué pour plaire à son public. Pendant ce temps, dans le quartier financier de Paris, Auguste Mercier déjeunait avec Richard Faucon, un ancien policier qui dirigeait désormais l'équipe de sécurité privée de l'Empire Mercier. Le restaurant exclusif au dernier étage de l'un des gratte-ciel de la famille offrait non seulement une gastronomie de premier ordre, mais surtout l'intimité que cette conversation exigeait. « Je veux tout savoir sur cette fondation », ordonna Auguste, coupant méticuleusement son filet. « Finances, connexions politiques, possibles irrégularités. Il doit y avoir quelque chose que nous pourrons utiliser si nécessaire. » Faucon acquiesça, habitué à recevoir ce genre d'ordre. En 3 décennies au service des Merciers, il avait appris que la famille ne tolérait aucun obstacle, même lorsque ces obstacles portèrent le nom de Mercier. « Et votre fils? Est-il au courant de cet intérêt particulier ?» Auguste sourit froidement. Henri est brillant en affaires, mais trop sentimental quand il s'agit d'affaires familiales. Il l'a toujours été. Non, il n'a pas besoin de savoir. Je ne fais que protéger nos intérêts. Le soir suivant, Henri surprit Hélène en rentrant tôt à la maison, ce qui arrivait rarement. Il la trouva dans son bureau personnel, entourée de documents qu'elle rangea rapidement en le voyant. « Pouvons-nous dîner ensemble ce soir ?» demanda-t-il, gardant un ton désinvolte qui ne révélait pas la tempête de doute en lui. Hélène ne put cacher complètement sa surprise. « Bien sûr, je n'ai pas d'engagement. » Le dîner fut servi sur le balcon du penthouse, avec la vue imprenable de Paris illuminée en toile de fond. Le chef prépara le repas et se retira, laissant le couple seul, une autre rareté dans leur routine soigneusement séparée. Comment avancent les préparatifs pour le dîner avec les investisseurs japonais? Demanda Hélène, essayant de combler le silence inhabituel. Tout se déroule comme prévu. Leur institut culturel organise une exposition d'art pour l'événement, quelque chose sur des artistes françaises contemporaines. Henri observa attentivement la réaction d'Hélène pendant qu'il parlait. Elle porta son verre de vin à ses lèvres, prenant une petite gorgée, avant de répondre avec une tranquillité étudiée. « Cela semble intéressant. Tu n'as pas l'habitude d'inclure de l'art dans les événements d'entreprise. » C'était l'idée des Japonais. Ils ont mentionné une fondation appelée les Mariannes de France. Tu connais? Le bref figement dans les mouvements d'Hélène fut presque imperceptible, mais pas pour Henri qui l'observait avec une attention renouvelée. Pour la première fois en 5 ans, il la regardait vraiment, non pas comme un accessoire dans sa vie parfaitement orchestrée, mais comme un être humain complet, avec des secrets, des ambitions et une vie qu'il ignorait complètement. « J'en ai entendu parler », répondit-elle finalement. « Elles font un travail intéressant, avec des femmes artistes des quartiers périphériques. » Curieux que tu ne l'aies jamais mentionné. Je pensais que les projets sociaux étaient ton principal intérêt dans tes activités caritatives. Hélène posa délicatement ses couverts, regardant Henri dans les yeux pour la première fois de la soirée. Il y a beaucoup de choses que je ne mentionne pas, Henri, tout comme il y a beaucoup de choses que tu ne demandes pas. La réponse, directe comme une flèche, atteignit sa cible. Pendant un moment tendu, le vernis de civilité qui recouvrait leur mariage de convenance se fissura, révélant l'abîme de non-dits entre eux. « Es-tu satisfaite de notre vie, Hélène ?» La question, la première question véritablement personnelle qu'il lui posait depuis des années, la prit par surprise. Henri vit quelque chose de rare passer dans ses yeux, une vulnérabilité authentique. « Satisfaite n'est pas le mot que j'utiliserais », répondit-elle avec une honnêteté qui les surprit tous les deux.
J'ai appris à construire du sens dans les limites de notre accord. Nous, accorde, répéta-t-il, le mot sonnant étrangement froid. C'est ainsi que tu vois notre mariage. Hélène inclina légèrement la tête, étudiant l'homme en face d'elle comme si elle le voyait sous un nouveau jour. Et comment le vois-tu, Henri? Y as-tu seulement déjà pensé? Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, le téléphone portable d'Hélène vibra discrètement. Elle vérifia le message et son visage changea, prenant une expression d'inquiétude qu'Henri avait rarement vue. « Je dois sortir », annonça-t-elle en se levant. « Il y a une urgence avec un projet. » Henri acquiesça sans poser de questions. « Ta fondation a besoin de toi. » Le choc sur le visage d'Hélène confirma ce qu'il savait déjà. Comment? Peu importe comment. Ce qui importe, c'est pourquoi tu ne m'en as jamais parlé. Hélène hésita juste une seconde avant de répondre, parce que c'était la seule chose qui était vraiment à moi. La seule partie de ma vie qui n'avait pas le nom Mercier ou Alary comme préfixe. Et j'en avais besoin pour survivre. Sur ces mots, elle prit son sac et sortit, laissant Henri seul avec la vue de Paris et une compréhension tardive du peu qu'il connaissait de la femme qu'il appelait son épouse. Dans l'ancien entrepôt de Belleville, Hélène trouva Déborah en larmes et plusieurs artistes en état de choc. L'espace, qui quelques heures plus tôt bouillonnait de créativité, était maintenant partiellement détruit. Toiles lacérées, sculptures brisées, ordinateurs disparus. C'était un cambriolage, expliqua Carmen, le visage tendu d'inquiétude. Ils ont pris du matériel, mais ils ont aussi délibérément détruit des œuvres, surtout celle de l'exposition prévue pour l'événement Mercier à Manhattan. Hélène regarda autour d'elle, sentant son estomac se nouer. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire, c'était un message, et elle soupçonnait savoir exactement de qui il venait. Chapitre 3. Confrontations et découvertes. L'aube avançait déjà quand Henri entendit la porte de l'appartement s'ouvrir. Il n'avait pas dormi. Les révélations de cette nuit l'avaient maintenu dans un état d'alerte inquiet que même le meilleur whisky de sa collection n'avait pu apaiser. De son bureau, il observa Hélène traverser silencieusement le couloir. Son visage, habituellement composé en un masque de sérénité, montrait des signes clairs d'abattement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, apparaissant à la porte du couloir. Hélène sursauta, ne s'attendant manifestement pas à le trouver éveillé. « Rien d'important. Juste un problème avec un projet. »« Face ne me ment pas, Hélène. Pas maintenant. » Le ton direct, si différent de la cordialité polie qui rythmait habituellement leurs interactions, provoqua un changement visible en elle. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si un poids invisible qu'elle portait depuis des années devenait soudainement insupportable. « Il y a eu une attaque au siège de la Fondation, » admit-elle finalement. « Ils ont vandalisé l'espace, détruit des œuvres, volé du matériel. Des années de travail. » Sa voix se brisa brièvement. Des années de travail endommagées en une seule nuit. Henri fit un pas en avant, une inquiétude sincère sur son visage. « Tu as appelé la police ?» Un sourire amer courba les lèvres d'Hélène. « Bien sûr que j'ai appelé, mais nous savons comment ça marche. Un cas de vandalisme de plus dans un entrepôt culturel du centre de Paris. Faible priorité. » Quelque chose dans la façon dont elle dit cela, la résignation, la lassitude, provoqua une réaction inattendue chez Henri. Une colère soudaine, non pas dirigée contre elle, mais contre la situation. « Je vais appeler le commissaire Mendes. Il s'assurera que l'enquête soit menée correctement. » Hélène leva les yeux, surprise par l'offre, mais aussi méfiante. « Pourquoi? Pourquoi te soucierais-tu d'un projet dont tu ignorais l'existence jusqu'à récemment ?» La question plana entre eux, chargée de 5 ans de distance émotionnelle. Henri hésita, incertain de la manière de répondre. Comment expliquer que voir cette lueur de passion et de but chez Hélène avait réveillé quelque chose d'endormi en lui? Comment admettre que la découverte de sa vie secrète l'avait amené à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur son propre mariage? « Parce que c'est important pour toi, » répondit-il simplement. « Et parce que ce n'était pas un simple vandalisme, n'est-ce pas ?» Le regard qu'ils échangèrent contenait plus d'honnêteté que n'importe quelle conversation qu'ils avaient eue au cours des dernières années. « Non », confirma Hélène après un long silence. Les œuvres détruites étaient spécifiquement celles sélectionnées pour l'exposition lors de l'événement Mercier, y compris l'œuvre principale de Déborah, qui critique les processus d'expulsion urbaine dans les quartiers populaires. Un sombre soupçon traversa l'esprit d'Henri,
Mon père est au courant pour la fondation. Ce n'était pas une question, mais Hélène acquiesça quand même. Je m'en suis douté en voyant la sélectivité de la destruction. Elle hésita avant d'ajouter. Henri, je sais que ton père est capable de mesures extrêmes pour protéger les intérêts de la famille, mais ça, je vais m'en occuper. L'interrompit-il, une détermination inhabituelle dans sa voix. Repose-toi. Demain matin, je visiterai la fondation personnellement. La surprise sur le visage d'Hélène était authentique. Tu veux connaître la fondation? Je veux connaître la partie de ta vie que tu m'as cachée pendant 3 ans. Non pas parce que j'y ai droit, mais parce qu'apparemment je n'ai connu qu'une version superficielle de la femme que j'ai épousée. Pour la première fois depuis des années, un silence sans tension s'installa entre eux. Non pas le silence inconfortable d'étrangers contraints de cohabiter, mais le silence réfléchi de 2 personnes qui commencent à voir au-delà des masques sociaux. Quand le matin arriva, Hélène emmena Henri à l'entrepôt de Belleville. Le contraste entre la Porsche de l'homme d'affaires et le quartier bohème traditionnel ne passa pas inaperçu des habitants locaux, qui observaient avec curiosité la silhouette impeccablement vêtue d'un costume italien sur mesure. L'intérieur de l'entrepôt montrait encore les signes de l'attaque, étagères renversées, taches de peinture sur le sol, espaces vides où des œuvres avaient été détruites. Malgré tout, l'énergie du lieu était indéniable. Des murs colorés couverts d'art, des espaces de création improvisés avec des matériaux recyclés et surtout la présence de femmes diverses, travaillant ensemble pour nettoyer et réorganiser le chaos. Henri Mercier, se présenta-t-il à une jeune femme aux cheveux colorés qui s'approcha avec une expression méfiante. Déborah Laurent, répondit-elle, regardant d'Henri à Hélène avec une question silencieuse dans les yeux. Henri est mon mari, expliqua Hélène, réalisant à quel point cette phrase était étrange dans ce contexte. Frère est venu offrir son aide après l'incident d'hier. La surprise sur le visage de Déborah et des autres femmes qui s'étaient arrêtées pour observer la scène montrait clairement qu'Hélène mentionnait rarement, voire jamais, sa vie personnelle ou son mariage dans cet espace. « Eh bien, monsieur Mercier, je ne me souviens pas d'avoir vu votre nom sur la liste des donateurs de la Fondation », commenta Déborah sans cacher complètement sa provocation. Henri sourit, appréciant sa franchise. « Une erreur que je compte corriger immédiatement », répondit-il, en levant sa veste et retroussant les manches de sa chemise. « Par où commençons-nous » Dans les heures qui suivirent, Henri Mercier, le redoutable PDG de Mercier Développement, l'homme qui concluait des accords de plusieurs milliards sans sourciller, aida à nettoyer les sols, monter des étagères et transporter du matériel. Plus important encore, il écouta. Il écouta les histoires des femmes qui avaient trouvé dans l'art une forme de résistance et d'expression. Il écouta les défis qu'elles affrontaient dans un monde artistique dominé par les hommes et les privilèges. Et surtout, il écouta Hélène, non pas l'Hélène réservée et formelle qu'il connaissait du penthouse de l'immeuble Horizon, mais une Hélène passionnée, articulée et profondément engagée dans une cause. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire ici », commenta-t-il, lorsqu'ils s'assirent enfin pour un café improvisé sur la mezzanine de l'entrepôt. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Hélène contempla sa tasse un moment avant de répondre. Au début, c'était par peur. Notre mariage a toujours été un accord, une alliance entre familles et entreprises. Je craignais que toi ou ton père ne voyiez la fondation comme une distraction, quelque chose à contrôler ou à éliminer. Elle leva les yeux, affrontant son regard. Ensuite, c'est devenu quelque chose de plus. Cet endroit s'est transformé en le seul espace où j'existais par moi-même, non pas comme une extension de l'Empire Mercier ou de l'héritage Allary. Ici, je ne suis la femme de personne, la fille de personne. Je suis juste Hélène. L'honnêteté brute de ses paroles frappa Henri comme un coup physique. Pour la première fois, il vit son mariage non pas sous l'angle du devoir familial ou de la convenance sociale, mais à travers les yeux d'Hélène, une prison dorée où son identité était secondaire, accessoire. « Je suis désolé, » dit-il, les surprenant tous les deux par la sincérité de sa voix. « Je n'ai jamais pris la peine de réaliser à quel point notre arrangement pouvait être étouffant pour toi. » Un mouvement à l'entrée de l'entrepôt interrompit la conversation. Carmen, l'assistante d'Hélène, entra précipitamment, le visage blême d'inquiétude. « Hélène, nous avons un problème. Je viens de recevoir un appel de l'Institut culturel franco-japonais. Ils ont été informés que la Fondation fait l'objet d'une enquête pour de supposées irrégularités fiscales et blanchiment d'argent.
Le directeur a dit que, malheureusement, ils doivent annuler notre participation à l'événement. Le choc sur le visage d'Hélène fit rapidement place à une compréhension amère. « Ton père », murmura-t-elle en se tournant vers Henri. « Il n'arrêtera pas, n'est-ce pas ?» Avant qu'Henri ne puisse répondre, son propre téléphone sonna. Le nom Auguste Mercier clignotait à l'écran. « Mon fils ». La voix du patriarche était aussi contrôlée que toujours. « Je suis dans ton bureau. Nous devons parler d'un sujet délicat. Cela concerne ta femme et un possible scandale qui pourrait affecter la négociation avec les Japonais. » Henri regarda Hélène, qui l'observait avec un mélange de colère et de résignation. À cet instant, une décision se cristallisa en lui, non pas calculée, non pas stratégique, mais viscérale. « J'arrive dans 30 minutes, » répondit-il en raccrochant. « Il va essayer de te convaincre de mettre fin à la fondation. » Note Hélène, sa voix calme dissimulant la tempête intérieure. Il utilisera l'argument des affaires, de la réputation de la famille, de l'avenir de l'entreprise. Henri prit sa veste, un feu soudain et déterminé dans son regard. « Je vais régler ça. »« Comment ?» demanda Hélène, le doute évident dans sa voix. « Je ne sais pas encore. Mais pour la première fois depuis que j'ai repris les affaires de la famille, je vais faire quelque chose que mon père ne m'a jamais appris. Prendre une décision basée non pas sur ce qui est avantageux, mais sur ce qui est juste. » En conduisant à travers les rues chaotiques de Paris vers le siège de Mercier Développement, Henri ressentit une étrange clarté mentale. Toute sa vie avait été façonnée par une vision du succès qui privilégiait le pouvoir, le contrôle et la richesse par-dessus tout, y compris les relations authentiques. Voir Hélène dans son élément, entourée de femmes qui la respectaient, non pas pour son nom de famille mais pour ses actions, avait réveillé quelque chose d'endormi en lui, la capacité de remettre en question les valeurs dont il avait hérité sans jamais les examiner. Dans l'imposant bâtiment du siège de l'entreprise, Auguste Mercier attendait dans le bureau de son fils, observant la ville par la fenêtre panoramique, avec la satisfaction de celui qui contemple un royaume conquis. « Tu as mis du temps. » Emma commenta-t-il sans se retourner quand Henri entra. « J'étais en train de découvrir la fondation d'Hélène. » Auguste se tourna lentement, un sourire froid aux lèvres. Alors elle a finalement avoué. « Épargne-moi le drame familial, Henri. Nous parlons d'affaires ici. Cette fondation et les idées qu'elle promeut représentent un risque direct pour nos projets de développement urbain. Pire, leur participation à l'événement avec les Japonais serait un désastre en termes de relations publiques. Oh, c'est pour ça que tu as fait vandaliser leur local et que tu as forgé des accusations d'irrégularité fiscale. » Le patriarche ne prit même pas la peine de nier. « J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger les intérêts de cette famille, les mêmes intérêts que tu as juré de défendre lorsque tu as pris la présidence. » Henri s'approcha de son bureau, faisant face à son père avec une fermeté qui les surprit tous les deux. « Montre-moi les preuves que tu as fabriquées contre la fondation. » Auguste hésita un instant avant de lui tendre un dossier rouge. « Elles ne sont pas exactement fabriquées. Disons qu'elles sont améliorées. Toute organisation a ses failles, mon fils. Nous n'avons fait qu'en amplifier quelques-unes à notre avantage. » Henri examina les documents avec une indignation croissante. Des transactions normales, présentées de manière à paraître suspectes, des dons légitimes recontextualisés en schéma de blanchiment, des emails modifiés pour suggérer la mauvaise foi. C'était un travail méticuleux de distorsion et de manipulation, le genre de tactique que son père avait employé pendant des décennies pour éliminer concurrents et obstacles. Tu vas détruire la réputation de ta propre belle-fille pour garantir un contrat. Je protégerai l'héritage que j'ai bâti avec du sang et de la sueur pendant 50 ans. Un héritage que tu sembles oublier chaque fois que cette femme est impliquée. La voix d'Auguste se durcit. Elle t'affaiblit, mon fils. Elle te distrait avec des sentimentalismes et des causes sociales, juste au moment où nous devons être plus concentrés que jamais. Les mots résonnèrent dans le bureau silencieux, chargé du poids d'une philosophie de vie qu'Henri avait absorbée depuis l'enfance. Les affaires d'abord, les sentiments après, s'il reste du temps. Le mantra qui avait guidé chaque décision de sa vie d'adulte. Et si je refuse d'utiliser ces informations contre Hélène, si, au contraire, je décide de soutenir publiquement la fondation? Auguste plissa les yeux, étudiant son fils comme s'il le voyait sous un nouveau jour. Alors, je devrais reconsidérer ta position dans l'entreprise. Le conseil d'administration ne tolérerait pas un PDG qui place ses intérêts personnels au-dessus de ceux des actionnaires. Car c'est une menace. Car c'est un fait, Henri.
un fait que tu connais bien. Le silence qui suivit portait le poids de générations de pouvoir et de privilèges, de fortunes bâties sur des principes incontestés. Henri prit le dossier rouge et se dirigea vers la porte avant de se retourner une dernière fois vers l'homme qui avait façonné sa vision du monde. « Sais-tu quelle est la différence entre nous deux, père? Tu as bâti un empire, mais tu as perdu la capacité de reconnaître la valeur au-delà des chiffres d'un bilan. J'ai failli commettre la même erreur. Failli. » Alors qu'il sortait du bureau, l'expression incrédule d'Auguste Mercier disait tout. Pour la première fois en 42 ans, Henri avait fait quelque chose de complètement imprévisible pour son père. Il avait choisi d'être autre chose que son successeur. Chapitre 4. Métamorphose et décision. Il n'y avait aucun précédent à ce qu'Henri s'apprêtait à faire. Dans toute l'histoire de l'Empire Mercier, aucun héritier n'avait jamais défié ouvertement l'autorité d'Auguste. Et pourtant, en entrant dans le penthouse où Hélène l'attendait avec une tension évidente, Henri ressentait une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Alors » demanda-t-elle, se levant du canapé où elle avait passé les dernières heures à alterner entre colère et appréhension. En réponse, Henri lui tendit le dossier rouge. « Voici le dossier que mon père a préparé contre la Fondation. Des accusations d'irrégularité fiscale, de schémas de blanchiment d'argent et même des suggestions de détournement de dons. Tout est méticuleusement fabriqué, évidemment, mais assez convaincant pour détruire la réputation de la Fondation Les Marianne si cela parvenait aux autorités ou à la presse. » Hélène feuilleta les documents, l'horreur grandissant sur son visage. « Il a vraiment pensé à tout, » murmura-t-elle. « Même si nous prouvions notre innocence un jour, le mal serait déjà fait. Exactement comme il l'avait prévu. » Elle referma le dossier et regarda Henri, une question silencieuse dans les yeux. « Pourquoi me montres-tu ça? Que s'est-il passé lors de ta rencontre avec ton père ?» Henri se dirigea vers le balcon, où la ville s'étendait sous le ciel orangé du crépuscule. Un instant, il contempla l'empire qu'il avait aidé à étendre. Des immeubles, des tours, des résidences, tous arborant le nom Mercier comme des symboles de pouvoir et de succès. « Nous avons eu un désaccord fondamental, » répondit-il finalement. « Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai affronté mon père sur une question de principe, pas de stratégie ou de profit. Et il m'a donné un ultimatum, utiliser ces informations contre la Fondation ou affronter le conseil d'administration qui, sous son influence, remettrait en question ma position de PDG. » Hélène absorba ces paroles avec une expression grave. « Je comprends. Et maintenant, tu dois choisir entre ta carrière et... » Elle hésita, incertaine de comment nommer ce qu'il y avait entre eux ou ce que la Fondation signifiait pour Henri. « Non, » l'interrompit-il avec une sérénité surprenante. « La décision est déjà prise. Je suis ici pour t'en informer, pas pour te demander la permission. » D'un mouvement décidé, Henri prit le dossier et déchira les documents en morceaux, un acte aussi symbolique qu'inattendu. « Demain, je convoquerai une conférence de presse. J'annoncerai ma démission du poste de PDG de Mercier Développement et je rendrai public mon soutien total à la Fondation Les Marianne de France, y compris avec un apport personnel significatif pour réparer les dégâts du vandalisme et développer les opérations. » La surprise sur le visage d'Hélène était authentique. « Tu ne peux pas faire ça. L'entreprise, c'est ta vie. L'entreprise était mon destin, Hélène. Une trajectoire prédéterminée que je n'ai jamais remise en question, jusqu'à hier. » Il s'approcha, lui prenant les mains pour la première fois depuis des années avec une véritable intimité. « Te voir dans cet entrepôt entouré de femmes qui te respectent, non pas pour ton nom de famille, mais pour ton travail et ta vision. J'ai réalisé que j'ai passé des décennies à poursuivre un type de succès que je n'ai pas choisi consciemment. Je l'ai simplement hérité. » Des larmes inattendues brillèrent dans les yeux d'Hélène. « Henri, tu n'as pas besoin de tout sacrifier. Nous pouvons trouver un compromis, une solution qui ne détruise pas ta carrière. » Il sourit, lui touchant légèrement le visage. « Ce n'est pas un sacrifice quand le choix te rapproche de qui tu es vraiment, ou de qui tu veux devenir. » Ce moment de connexion entre eux, probablement le plus authentique en 5 ans de mariage, fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Henri. Le nom de Raymond clignotait à l'écran. « J'ai de mauvaises nouvelles, » dit l'assistant sans préambule. « Ton père a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour demain matin. D'après ce que j'ai pu savoir, il a l'intention de présenter des preuves que tu as des conflits d'intérêts qui compromettent ta capacité de direction. L'objectif est clair,
forcer ton départ avant que tu ne puisses prendre la moindre mesure publique. Henri échangea un regard significatif avec Hélène. Il agit plus vite que je ne l'imaginais. Je dois accélérer nos plans. Peux-tu organiser une conférence de presse pour ce soir? Impossible avec si peu de temps. Mais je peux obtenir quelque chose pour demain à midi, avant la réunion du conseil. Fais-toi-le. Et Raymond, à partir de maintenant, ta loyauté va être mise à rude épreuve. Es-tu sûr de vouloir être à mes côtés dans cette bataille? La réponse vint sans hésitation. Je travaille pour vous, pas pour votre père. Ça a toujours été comme ça. Quand l'appel se termina, Hélène observait Henri avec une nouvelle compréhension. Tu vas vraiment le faire, n'est-ce pas? Affronter ton père publiquement. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Prendre mes propres décisions, basées sur des valeurs que j'ai choisies consciemment, pas sur celles dont j'ai hérité sans les remettre en question. Le lendemain matin se leva avec une énergie électrique planant sur Paris. À l'entrepôt de la Fondation Les Mariannes de France, la nouvelle de l'imminente déclaration publique d'Henri Mercier se répandit comme une traînée de poudre parmi les artistes. Déborah, initialement la plus sceptique quant aux intentions de l'homme d'affaires, coordonnait maintenant un effort collectif pour réorganiser l'espace à temps pour la conférence de presse qui aurait lieu là, et non dans un hôtel de luxe ou au siège de l'entreprise, comme l'aurait voulu le protocole habituel. « Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Carmen à Hélène, observant la transformation de l'espace. « Faire l'annonce ici, c'est pratiquement déclarer la guerre ouverte à votre beau-père. »« C'était la décision d'Henri, » répondit Hélène, ajustant les arrangements sur la petite estrade improvisée. Il a dit que s'il doit rompre avec le passé, il doit le faire dans un lieu qui représente l'avenir qu'il souhaite construire. Au siège de Mercier Développement, Auguste avait convoqué ses plus fidèles cadres pour une réunion stratégique. À 73 ans, le patriarche avait affronté d'innombrables crises et adversaires, mais il n'aurait jamais imaginé que son propre fils deviendrait l'un d'eux. La déclaration publique est prévue pour midi, informa Richard Faucon, le chef de la sécurité. Nous avons pu confirmer que ce sera dans l'entrepôt de cette fondation à Belleville. Auguste tapota des doigts sur la table en acajou massif, son visage un masque de froideur calculée. Il a choisi le champ de bataille avec sagesse. Qu'il sait que je ne peux pas l'en empêcher physiquement sans créer un scandale encore plus grand. Il se tourna vers une femme d'âge mûr à l'expression sévère, la directrice juridique de l'entreprise. « Maître Veloso, quelles sont nos options légales ?» « Limitées, pour le moment. Monsieur Mercier est actionnaire majoritaire de l'entreprise, avec vous. Toute tentative de le démettre de ses fonctions sans preuve concrète de faute professionnelle serait contestable devant les tribunaux. Et le dossier sur la fondation ?» L'avocate hésita visiblement. « Avec tout mon respect, monsieur Mercier, ces documents ne résisteraient pas à un examen juridique sérieux. Ils ont été élaborés à la hâte. Si votre fils décide de les contester publiquement, nous pourrions faire face à des accusations de diffamation. » La frustration d'Auguste était palpable. « Alors dites-moi ce que nous pouvons faire. Gagner du temps ?» répondit-elle simplement. « Reporter la réunion du conseil. Proposer une médiation familiale. Tout ce qui peut nous donner de la marge pour une stratégie plus solide. » Auguste se leva brusquement, une énergie sombre émanant de sa silhouette imposante. « Je ne permettrai pas que 50 ans de travail soient menacés par un caprice sentimental. Si mon fils veut la guerre, il aura la guerre. » Pendant ce temps, dans l'appartement qu'il partageait avec Hélène, Henri se préparait pour ce qui pourrait être le jour le plus important de sa vie. Ce n'était pas seulement une rupture professionnelle, mais une déclaration d'indépendance personnelle. Pour la première fois, il avait choisi son costume par praticité, non par imposition sociale, quelque chose de moins formel, de plus authentique. Quand il eut fini de s'habiller, il trouva Hélène dans le salon, prête elle aussi à sortir. Il y avait quelque chose de différent en elle, une combinaison de vulnérabilité et de force qui la rendait encore plus magnétique. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. « Je peux affronter mon père seul. » Hélène sourit, ajustant sa cravate d'un geste qui, pour la première fois, semblait véritablement intime. « Ce n'est pas seulement ton moment de rupture, Henri, c'est le nôtre. Si nous devons reconstruire quelque chose, que ce soit notre mariage ou un partenariat complètement nouveau, cela doit commencer par nous deux, affrontant la tempête côte à côte. » La sonnerie de l'interphone interrompit le moment. C'était Antoine, le chauffeur d'Hélène, qui informait qu'il était temps de partir. Sur le trajet vers Belleville,
La ville semblait étrangement nouvelle aux yeux d'Henri, non plus un échiquier de propriété et d'opportunités commerciales, mais un organisme vivant, vibrant, plein d'histoires et de possibilités qu'il n'avait jamais vraiment considérées. « Comment te sens-tu » demanda Hélène, remarquant son silence contemplatif. « Libre » répondit-il après un moment. « Terriblement libre. » Quand ils arrivèrent à l'entrepôt, ils furent accueillis par un spectacle inattendu. Des dizaines de journalistes attendaient déjà à l'entrée, bien plus que ce que Raymond aurait pu mobiliser dans un délai si court. Parmi eux, des visages familiers de la presse économique qui couvraient habituellement les activités de Mercier Développement. « Mon père », murmura Henri, comprenant immédiatement. Il a fait fuiter l'information sur ma démission pour orienter le récit en sa faveur. Hélène lui serra discrètement la main. « Alors utilise ça à ton avantage. Plus c'est public, plus l'impact de ta vérité sera grand. » À l'intérieur de l'entrepôt, une petite estrade avait été montée avec le logo de la Fondation Les Mariannes de France en toile de fond. Autour, les œuvres qui avaient survécu au vandalisme racontaient silencieusement des histoires de résistance et de dépassement, un décor symbolique pour ce qui allait se passer. Déborah s'approcha, tendant à Henri un dossier contenant les documents officiels de la Fondation. « Pour quand vous aurez besoin de démontrer que nous sommes absolument transparents » expliqua-t-elle. « Ça est pour que ce soit clair, je ne vous fais toujours pas entièrement confiance, monsieur Mercier. Mais je respecte votre courage. » Henri accepta le dossier avec un sourire sincère. « C'est juste. La confiance doit se gagner, pas se présumer. » Raymond entra précipitamment, le visage tendu d'inquiétude. « Nous avons un problème. Votre père est là. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, l'imposante silhouette d'Auguste Mercier apparut à l'entrée de l'entrepôt, accompagné de Richard Faucon et de 2 autres cadres de l'entreprise. Le brouhaha des journalistes augmenta instantanément. Les caméras se tournant pour capturer la confrontation entre père et fils, qui promettait d'être le scandale d'entreprise de l'année. « Je vois que tu as décidé de faire de nos désaccords familiaux un spectacle public, » commenta Auguste en s'approchant, la voix assez basse pour que seuls Henri et Hélène l'entendent. « J'ai appris du meilleur, père. Tu as toujours su utiliser la presse quand cela servait tes intérêts. » Auguste étudia son fils avec des yeux froids, puis se tourna vers Hélène avec un sourire calculé. « Ma chère belle-fille, je dois vous féliciter. En 5 ans, vous avez réussi ce qu'aucun concurrent ou adversaire n'a jamais accompli. Détourner Henri du chemin qu'il était destiné à suivre. » Hélène soutint le regard de son beau-père sans hésiter. « Monsieur Mercier, avec tout mon respect, votre fils n'est pas une pièce sur l'échiquier d'entreprise que vous avez dessiné. C'est un homme capable de faire ses propres choix. La tension entre les 3 était palpable lorsque Raymond annonça qu'il était temps de commencer la conférence. Les journalistes prirent place, les caméras furent positionnées et un silence d'attente s'installa dans l'espace quand Henri monta sur la petite estrade improvisée, avec Hélène à ses côtés. Un instant observant l'auditoire, des visages curieux, des carnets et des enregistreurs prêts, son père au premier rang avec une expression de défi. Henri sentit le poids de la décision qu'il s'apprêtait à annoncer. Ce n'était pas seulement un poste qu'il abandonnait, mais une identité construite au fil des décennies. Qui serait-il sans le titre de PDG de Mercier Développement, sans l'approbation du père qu'il avait toujours cherché, même en se niant cette vérité inconfortable? Puis son regard croisa celui d'Hélène. Pas l'Hélène femme trophée qu'il exhibait lors des événements sociaux, mais l'Hélène femme complète qu'il avait découverte ces derniers jours. Et dans ce regard, il trouva non seulement du soutien, mais une promesse silencieuse que, quel que soit le chemin choisi, il ne serait pas seul. Ajustant le micro, Henri Mercier prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix étonnamment ferme. « Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence pour une annonce qui représente non seulement un changement professionnel, mais une transformation personnelle. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais pour l'avenir des entreprises Mercier et pour la Fondation Les Mariannes de France, 2 institutions qui, je le crois, peuvent et doivent coexister, avec des valeurs alignées et des objectifs complémentaires. » Au premier rang, le visage d'Auguste Mercier se durcit, anticipant la bombe que son fils s'apprêtait à lâcher. Chapitre 5. Renaissance et défi, pendant 42 ans. Continua Henri, sa voix résonnant dans l'entrepôt silencieux. J'ai vécu en suivant une définition du succès que je n'ai pas choisie consciemment.
J'ai bâti une carrière solide, étendu un empire, accumulé du pouvoir et de l'influence. Mais en cours de route, j'ai perdu quelque chose de fondamental, la capacité de questionner le but derrière mes actions. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, conscients qu'ils assistaient non seulement à une démission d'entreprise, mais à une rupture existentielle rare dans le monde des affaires français. Ces derniers jours, j'ai eu l'opportunité de découvrir un projet extraordinaire, la Fondation Les Mariannes de France, une initiative qui donne une voix et une visibilité aux femmes artistes des communautés périphériques, créant des espaces d'expression et de développement là où il n'y avait auparavant que silence et invisibilité. Henri marqua une pause, son regard croisant celui d'Auguste au premier rang. Le patriarche gardait une expression impassible, mais la tension de sa mâchoire révélait une colère contenue. Ce qui m'a impressionné, ce ne sont pas seulement les œuvres ou les programmes éducatifs, mais la philosophie qui les sous-tend. La conviction qu'un véritable développement doit être inclusif, doit élever des communautés entières, et non pas seulement accumuler de la richesse et du pouvoir pour quelques privilégiés. Hélène observait, surprise par l'éloquence et la passion dans les mots d'Henri, un homme qu'elle n'avait connu pendant des années que par sa froideur calculatrice lors des réunions d'affaires. C'est alors que j'ai compris l'abîme entre les valeurs que Mercier Développement pratique et celles que je défends personnellement. Un abîme que j'ai tenté d'ignorer pendant des décennies, mais que je ne peux plus prétendre ne pas voir. Un murmure parcourut l'auditoire. Auguste se pencha en avant, comme s'il se préparait à l'interrompre, mais il se retint, conscient des caméras qui enregistraient chacun de ses mouvements. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui ma décision de démissionner de mon poste de PDG de Mercier Développement avec effet immédiat. Le brouhaha parmi les journalistes s'intensifia, les flashs crépitèrent, immortalisant ce moment historique. Dans l'assistance, des cadres échangèrent des regards perplexes, tandis que les artistes de la Fondation observaient avec un mélange d'admiration et de prudence. Cependant, poursuivit Henri, élevant la voix pour reprendre le contrôle de la salle, ce n'est pas seulement une démission, c'est une réorientation. À partir d'aujourd'hui, je consacrerai mon expérience, mes ressources et mon énergie à soutenir des initiatives comme la Fondation Les Mariannes de France, qui promeuvent un développement urbain véritablement durable et inclusif. Auguste ne put se retenir plus longtemps. Il se leva brusquement, s'avançant jusqu'au pied de la scène. C'est une trahison. Envers tout ce que nous avons construit, envers tout ce que représente le nom Mercier. Le moment que tous les journalistes attendaient était enfin arrivé. La confrontation directe entre le père et le fils, entre le passé et un possible avenir du puissant clan d'affaires. Henri garda son sang-froid, le micro toujours à la main. Non, père, c'est une évolution. Le monde a changé, et les entreprises qui ne s'adaptent pas aux nouvelles valeurs de responsabilité sociale et environnementale sont destinées à devenir obsolètes. Caste Ponce, ne me sors pas ce discours de consultant, Henri. Tu abandonnes un empire pour... Quoi? Un caprice idéaliste? Pour cette femme qui t'a clairement manipulé. Le doigt accusateur d'Auguste pointait vers Hélène. Un silence tendu s'abattit sur l'entrepôt. Tous les regards se tournèrent vers Hélène, qui restait silencieuse à côté d'Henri sur scène. Il fit mine de répondre, mais elle lui toucha doucement le bras, demandant le micro d'un geste silencieux. « Monsieur Mercier », commença-t-elle, sa voix calme contrastant avec l'atmosphère chargée. « Avec tout mon respect, votre fils n'est pas un enfant facilement manipulable. C'est un homme de 42 ans, tout à fait capable de reconnaître quand un système de valeurs ne le représente plus. » Elle marqua une pause, regardant directement son beau-père. « Quant à moi, j'ai passé 5 ans à vivre dans l'ombre de l'Empire Mercier. Si j'avais voulu manipuler votre fils contre vous, je l'aurais fait bien avant. » Auguste plissa les yeux, la colère laissant place à une froideur calculatrice. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de commencer, » dit-il, assez bas pour que seuls les plus proches l'entendent. Puis, se tournant vers les journalistes, il éleva à nouveau la voix. « Mercier Développement déplore profondément le déséquilibre émotionnel qui a conduit son PDG à cette décision impulsive. Nous assurons à nos investisseurs et partenaires que l'entreprise poursuivra sa trajectoire de croissance durable sous une nouvelle direction. » Sur ces mots, Auguste tourna les talons et sortit d'un pas ferme, suivi de ses conseillers. Le message était clair. La guerre ne faisait que commencer. Les journalistes se levèrent immédiatement, lançant des questions. Raymond prit le contrôle. «
organisant une session de questions-réponses structurée. Pendant l'heure qui suivit, Henri détailla sa vision d'une fondation élargie qui ne soutiendrait pas seulement les artistes, mais développerait des projets de logement et d'urbanisme alternatifs, centrés sur les besoins des communautés, et non uniquement sur les profits. Quand la conférence de presse se termina enfin, Henri se sentit à la fois épuisé et plein d'énergie. L'adrénaline de la confrontation publique avec son père se mêlait à l'étrange légèreté de celui qui se libère enfin d'un fardeau qu'il a porté trop longtemps. « Tu as été incroyable », dit Hélène, lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls dans un coin de l'entrepôt. « Je n'aurais jamais pensé te voir défier ton père publiquement. » Henri sourit, un sourire qu'elle voyait rarement, sincère, sans le contrôle habituel. Moi non plus, et je dois admettre que je suis absolument terrifié par ce qui va suivre. L'honnêteté de cette confession surprit Hélène. Pendant des années, Henri avait projeté une image de confiance inébranlable, comme si le doute était une faiblesse inacceptable dans le monde des Merciers. « La peur est normale quand on entre en territoire inconnu, » répondit-elle, lui touchant légèrement le bras. « Crois-moi, je sais exactement ce que c'est. Je l'ai ressenti tous les jours pendant les premiers mois de la fondation. » Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, Déborah s'approcha avec une expression inquiète. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je viens de recevoir un appel de notre comptable. Tous les comptes bancaires de la fondation ont été bloqués sur ordre du tribunal. Apparemment, il y a une enquête préliminaire sur de possibles irrégularités fiscales. » Henri et Hélène échangèrent des regards alarmés. « Mon père n'a pas perdu de temps, » murmura-t-il. « Il a probablement activé ses contacts dans le système judiciaire immédiatement après être parti d'ici. »« Que faisons-nous maintenant ?» demanda Hélène, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Sans accès au compte, nous ne pouvons pas maintenir les projets en cours ni payer les employés. » Henri prit une profonde inspiration. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était plus le dirigeant hésitant face à une nouvelle réalité, mais un stratège se préparant à une bataille. « Raymond », appela-t-il l'assistant qui organisait les derniers détails avec la presse, « nous avons besoin d'une réunion d'urgence. Maintenant. » 1 heure plus tard, dans l'appartement du couple, un groupe improbable se réunissait dans la salle à manger, transformée en quartier général. En plus d'Henri et Hélène, étaient présents Raymond, Déborah, Carmen et Louise Veloso, à la surprise de tous, la directrice juridique de Mercier Développement, qui, après avoir assisté à la confrontation dans l'entrepôt, avait décidé d'abandonner le navire d'Auguste. Le blocage judiciaire n'est que le début, expliquait Louise, ses 30 ans d'expérience en droit des sociétés dégageant une autorité naturelle. Je connais les méthodes de votre père, Henri. Il va attaquer sur plusieurs fronts simultanément. Pression sur les sponsors pour qu'ils retirent leur soutien, campagne de diffamation dans la presse spécialisée, tentative de cooptation de membres clés de l'équipe de la Fondation. Et pour les accusations fiscales, avons-nous un moyen de les contester rapidement ? Demanda Hélène. Oui et non. Nous pouvons prouver que les documents sont impeccables, mais les procédures judiciaires prennent du temps. Il compte là-dessus. Il n'a pas besoin de gagner en justice, juste de gagner assez de temps pour asphyxier financièrement la Fondation. Henri écoutait attentivement, assimilant la gravité de la situation. Il avait sous-estimé la rapidité et la férocité de la réaction de son père. Et mes actions dans l'entreprise, peut-il aussi geler mes avoirs personnels ? Louise hésita. C'est compliqué. En tant qu'actionnaire majoritaire avec votre père, vos droits sont protégés, mais il contrôle le conseil d'administration maintenant. Il pourrait tenter une manœuvre pour diluer votre participation ou bloquer temporairement les dividendes, en invoquant un conflit d'intérêts. Un lourd silence s'abattit sur le groupe. La réalité de la bataille à laquelle ils étaient confrontés commençait à se dessiner dans toute sa complexité. Nous n'avions aucune idée de ce dans quoi nous nous engagions, n'est-ce pas ? Commenta Hélène, un sourire triste aux lèvres. Je pensais que la plus grande conséquence serait ton départ de l'entreprise, pas une guerre totale. Henri surprit tout le monde par un rire inattendu. Connaissant mon père comme je le connais, j'aurais dû prévoir exactement cela. Auguste Mercier n'admet pas les défaites, même partielles. Il se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui offrait une vue sur la ville. Le problème, c'est qu'il joue encore aux échecs d'entreprise. Des mouvements calculés, des stratégies traditionnelles d'intimidation et de pression économique. Mais nous ne sommes plus dans ce jeu. Que veux-tu dire ? Demanda Déborah, intriguée par la confiance soudaine dans le ton d'Henri.
que nous n'allons pas le combattre uniquement devant les tribunaux ou dans les salles de réunion. Nous allons nous adresser à l'opinion publique. Il se retourna, faisant face au groupe. Mon père a bâti un empire basé sur une image soigneusement cultivée de philanthrope et de visionnaire urbain. Mais les méthodes qu'il a utilisées, expulsion forcée, spéculation prédatrice, pression sur les politiciens, c'est l'histoire que Paris ne connaît pas encore complètement. Raymond décarquilla les yeux. Tu suggères d'exposer ton propre père? Cela ne détruirait pas seulement sa réputation, mais pourrait affecter la valeur de l'entreprise, ton propre héritage. Henri acquiesça gravement. Exactement. C'est pourquoi il ne s'attendrait jamais à ce mouvement. Ce serait mutuellement destructeur en termes financiers. Mais voici la différence. Pour lui, l'Empire est tout. Pour moi, il regarda Hélène, quelque chose de nouveau brillant dans ses yeux. J'ai récemment découvert qu'il y a des choses bien plus précieuses. Louise se pencha en avant, son intérêt professionnel piqué au vif. Théoriquement, c'est une stratégie viable. Si nous créons un dossier transparent sur les pratiques de l'entreprise au cours des dernières décennies, avec des témoignages de communautés affectées et des documents sur les coulisses des négociations les plus controversées. Ce serait un scandale d'entreprise sans précédent. Mais cela prendrait du temps, objecta Carmen. Et pendant ce temps, la Fondation a toujours ses comptes bloqués. Ce fut Hélène qui offrit la solution. Et si nous utilisions un crowdfunding d'urgence, nous pouvons lancer une campagne expliquant la situation, montrant le travail de la Fondation et demandant le soutien du public pour maintenir les projets en activité pendant que nous contestons le blocage judiciaire. Les yeux de Déborah s'illuminèrent à cette idée. Les femmes que nous soutenons ont des histoires puissantes, Hélène. Si nous documentons ces impacts dans de courtes vidéos, des témoignages, et je peux activer mes contacts dans la presse culturelle, ajouta Raymond. Après la conférence de presse d'aujourd'hui, il y a un énorme intérêt pour votre histoire. Un David contre Goliath d'entreprise, c'est irrésistible. Pour la première fois depuis le début de la réunion, un climat d'espoir prudent flottait dans l'air. Le groupe continua à planifier jusque tard dans la nuit, les stratégies étant affinées, les tâches distribuées, une énergie collective grandissant à chaque idée partagée. Quand tout le monde fut enfin parti, il était plus de minuit. Hélène trouva Henri sur le balcon, contemplant la ville comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose était différent. Sa posture, son énergie, l'homme tout entier semblait transformé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en le rejoignant. « Au fait que je n'ai jamais vraiment remarqué la beauté de cette ville. Je l'ai toujours vue comme une carte d'actifs et d'opportunités, jamais comme un organisme vivant, plein d'histoires et de gens. » Hélène sourit, reconnaissant en lui un processus similaire à celui qu'elle avait elle-même vécu des années auparavant, lorsqu'elle avait décidé qu'elle ne serait pas seulement « Madame Mercier ». « Sais-tu ce qui est le plus étrange » continua-t-il en se tournant pour lui faire face. « Nous sommes sur le point d'affronter la bataille la plus difficile de nos vies. Nous allons probablement perdre des millions, des décennies de travail et de relations, et je ne me suis jamais senti aussi vivant. » Elle acquiesça, comprenant parfaitement. « Parce que c'est enfin un combat que tu as choisi, pas un dont tu as hérité. » Ils restèrent côte à côte, dans un silence confortable qui était nouveau pour eux deux. Après quelques minutes, Henri reprit la parole, sa voix plus douce. « Hélène, notre mariage. Je sais que c'était un accord, qu'il n'y a jamais eu d'amour ni même d'affection sincère. Et je comprends parfaitement si, après avoir résolu cette situation, tu souhaites suivre ton propre chemin. » Elle se tourna vers lui, surprise par la vulnérabilité inédite de ses paroles. « Tu m'offres ma liberté, Henri. Je reconnais que tu as toujours mérité plus qu'un mariage de façade, que tu mérites la chance de trouver quelqu'un qui t'aime sincèrement, et pas seulement qui te respecte comme une partenaire d'affaires. » Hélène étudia son visage pendant un long moment, y voyant des couches qu'elle n'avait jamais perçues auparavant, des insécurités soigneusement cachées, des désirs refoulés, un homme bien plus complexe que le dirigeant froid qu'elle avait connu. « Et si je te disais que je veux voir où cette nouvelle version de nous peut nous mener ?» La surprise sur son visage était authentique. Après 5 ans de distance émotionnelle, 5 ans pendant lesquels nous avons tous les deux joué des rôles que d'autres avaient écrits pour nous, y compléta-t-elle. Peut-être est-il temps de découvrir qui nous sommes vraiment, ensemble et en tant qu'individus. Pour la première fois depuis leur mariage arrangé 5 ans plus tôt, Henri prit les mains d'Hélène dans les siennes, non pas comme un geste social calculé, mais avec une véritable connexion.
Je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre que le dirigeant que j'ai été formé à être depuis l'enfance. Je ne sais pas si j'y arriverai. » Elle sourit, lui serrant les mains. « Moi non plus. Je ne sais pas si nous arriverons à affronter ton père et à gagner. Mais je pense que pour la première fois, nous nous posons les bonnes questions. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire. » Dans la pénombre du balcon, avec la ville scintillant sous eux, quelque chose de nouveau et de fragile commençait à éclore. Non seulement un plan de bataille contre le puissant Auguste Mercier, mais la possibilité d'une relation basée sur des choix conscients et non sur des obligations héritées. Aucun des deux ne savait ce que l'aube apporterait. Mais pour la première fois en 5 ans, ils affronteraient l'avenir non pas comme des étrangers partageant un toit, mais comme de véritables alliés dans une cause commune, la liberté d'être qui ils étaient vraiment, au-delà des noms de famille qu'ils portaient. Chapitre 6. Ruptures et alliances. Les semaines suivantes se transformèrent en une véritable bataille sur plusieurs fronts. Tandis que les avocats contestaient le blocage judiciaire des comptes de la Fondation, Déborah et Hélène menaient une campagne de crowdfunding qui captura rapidement l'imagination du public. L'histoire d'une héritière ayant secrètement créé un projet social significatif, désormais défendu par son mari, qui avait renoncé à un empire d'entreprise, était devenue le sujet du moment à Paris. Ce qui avait commencé comme une querelle familiale s'était transformé en un débat public sur le pouvoir, les privilèges et l'avenir du développement urbain dans la plus grande métropole d'Europe. Des influenceurs numériques partageaient le lien de la campagne, des artistes célèbres déclaraient leur soutien et de petits dons de citoyens ordinaires s'accumulaient rapidement, témoignant d'un soutien populaire qui surprit même les plus optimistes de l'équipe. Dans son bureau au siège de Mercier Développement, Auguste observait les informations avec une irritation croissante. Les tactiques qui avaient toujours fonctionné par le passé, pression économique, menaces voilées, manipulation des procédures judiciaires, semblaient inefficaces contre la vague de sympathie publique que son fils et sa belle-fille avaient suscitée. « Nous devons changer de stratégie », décida-t-il, s'adressant à Richard Faucon, qui lui était resté fidèle même lorsque certains cadres commençaient à remettre discrètement en question les méthodes du patriarche. Cette guerre de relations publiques est en leur faveur. Nous devons les frapper là où ça compte vraiment. Qu'avez-vous en tête ? Demanda l'ancien policier, reconnaissant la lueur dangereuse dans les yeux de son patron. Auguste sourit froidement. La sœur cadette d'Henri, Béatrice. Elle a toujours été son point faible. Béatrice Mercier, à 26 ans, était la figure la moins visible de la dynastie. Après s'être rebellée contre les attentes de son père à l'adolescence, elle avait été envoyée étudier en Europe, où elle maintenait un contact minimal avec sa famille, à l'exception d'Henri, le seul à l'avoir toujours soutenue discrètement, même contre la volonté paternelle. « Elle est à Lisbonne en ce moment, n'est-ce pas ?» demanda Auguste, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Rien n'échappait à son contrôle, surtout les informations concernant sa propre famille. « Oui, elle termine un master en histoire de l'art. Organisez-lui un billet d'avion. Dites-lui que c'est urgent. Des questions familiales qui exigent sa présence immédiate. » Le patriarche se renversa dans son fauteuil, calculant chaque mouvement. Henri est tellement occupé avec sa nouvelle croisade qu'il n'aura aucune idée de ce que nous préparons avant qu'il ne soit trop tard. À l'entrepôt de la Fondation Les Mariannes de France, désormais transformée en un centre d'opérations animées, Hélène coordonnait les volontaires qui se multipliaient chaque jour. Artistes, étudiants, professionnels offrant leurs services bénévolement, la petite initiative qui avait commencé 3 ans plus tôt grandissait de manière exponentielle sous les projecteurs de la controverse publique. Nous venons de dépasser la barre du 1 million d'euros dans le crowdfunding, annonça Déborah, entrant avec enthousiasme dans le bureau improvisé où Hélène analysait des documents. C'est l'Institut culturel franco-japonais a confirmé qu'il maintenait son parrainage, indépendamment des pressions qu'ils subissent. Hélène sourit, sincèrement émue par ce soutien. Ce sont de bonnes nouvelles, surtout si l'on considère que nous n'avons toujours pas réussi à débloquer les comptes officiels. Carmen, toujours pragmatique, ajouta « Mais nous devons planifier à long terme. Cet enthousiasme initial pourrait s'estomper, et nous affrontons toujours un adversaire aux ressources quasi illimitées. C'est précisément pour cela que je suis si enthousiaste à ce sujet, répondit Hélène en brandissant un dossier. Je viens de recevoir la confirmation que 5 communautés de l'Est parisien ont accepté notre invitation pour un projet pilote de développement urbain collaboratif.
Nous allons créer un modèle alternatif, en documentant chaque étape pour prouver qu'il existe un moyen de revitaliser des zones sans expulser les habitants d'origine. Henri entra à ce moment-là, accompagné de Louise Veloso. Après des semaines intenses, tous deux semblaient à la fois épuisés et pleins d'énergie, le genre de fatigue qui vient d'un but authentique. « Nous avons une opportunité inattendue », annonça-t-il, contenant à peine son excitation. Kanji Tanaka, le chef de la délégation japonaise, a pris contact. Apparemment, le scandale n'a fait qu'accroître son intérêt pour notre travail. Ils envisagent de financer intégralement le projet de logement du quartier de la Villette. C'est extraordinaire, répondit Hélène surprise. Le projet de la Villette était le plan le plus ambitieux de la Fondation, un modèle de revitalisation urbaine qui préserverait la communauté existante tout en améliorant les infrastructures et en créant des espaces culturels et éducatifs. Ce serait notre plus grande réussite jusqu'à présent. Il y a plus, poursuivit Henri, échangeant un regard significatif avec Louise. Ils ne sont pas seulement intéressés par le projet local. Ils veulent documenter tout le processus pour reproduire le modèle au Japon, où ils sont confrontés à des défis similaires de gentrification à Tokyo et Osaka. Une collaboration internationale. Et murmura Hélène, comprenant la portée de cette opportunité. C'est exactement le genre de reconnaissance qui pourrait transformer la fondation d'un projet local en un modèle mondial. Et ce serait un coup significatif contre le récit de votre père. Qu'ajouta Louise, toujours concentrée sur la stratégie, des investisseurs internationaux choisissant de vous soutenir plutôt que Mercier Développement changerait complètement le rapport de force. L'atmosphère dans la pièce était à la célébration prudente lorsque Raymond entra précipitamment, le visage tendu d'inquiétude. « Henri, nous devons parler. » En privé. Quelque chose dans le ton de l'assistant fit taire instantanément le groupe. Henri suivit Raymond dans un coin reculé de l'entrepôt. « Que s'est-il passé ?»« Je viens de recevoir un appel d'un contact à Lisbonne. Votre sœur Béatrice a embarqué hier pour Paris, apparemment convoquée par votre père pour des affaires familiales urgentes. » L'expression d'Henri changea immédiatement. « Ça n'a aucun sens. Béa parle à peine à notre père depuis le conflit sur l'université. Et elle m'appellerait avant de venir. »« Exactement. J'ai essayé de la contacter, mais son portable est éteint depuis hier. » Une alarme interne se déclencha chez Henri. Il connaissait bien les méthodes de son père. Toujours attaquer là où on s'y attend le moins. Toujours exploiter les vulnérabilités émotionnelles. « Je dois la retrouver avant que mon père ne l'utilise, d'une manière ou d'une autre, contre nous. » De retour auprès du groupe, Henri partagea brièvement la situation. « Béatrice a toujours été différente de nous, » expliqua-t-il à Hélène, plus sensible, plus artistique. Quand elle a décidé d'étudier l'histoire de l'art au lieu du commerce ou du droit, mon père l'a pratiquement déshéritée émotionnellement. J'ai été le seul à garder le contact, à la soutenir financièrement les premières années à Lisbonne. Tu penses que ton père la ferait revenir, juste pour l'utiliser comme un pion dans ce conflit ? Demanda Hélène horrifiée par cette possibilité. Sans aucun doute. La question est, comment ? Béa est intelligente. Elle ne se laisserait pas manipuler facilement. Et en sauf s'il a quelque chose qu'elle veut désespérément. Suggéra Carmen, toujours perspicace. Quelque chose que seul Auguste pourrait lui offrir. L'expression d'Henri s'assombrit avec une soudaine compréhension. L'accès à notre mère. Ma mère vit pratiquement recluse dans le domaine près de Fontainebleau depuis le divorce. Mon père contrôle strictement qui peut lui rendre visite, surtout depuis qu'elle a développé des problèmes de santé mentale. Hélène assimila l'information avec choc. En 5 ans de mariage, Henri n'avait mentionné sa mère que superficiellement, comme une figure lointaine qui préférait l'isolement. Maintenant, une image bien plus troublante émergeait, celle d'une femme potentiellement maintenue en isolement contre sa volonté. Ce serait... Elle hésita, cherchant ses mots. Cruel, manipulateur et absolument dans le répertoire de mon père, compléta amèrement Henri. Je dois trouver Béa avant qu'il ne la convainque de quoi que ce soit avec cet appât. Raymond, toujours pratique, était déjà au téléphone. Je vérifie les vols de Lisbonne. Si nous pouvons découvrir quand elle arrive, je peux envoyer quelqu'un pour l'intercepter à l'aéroport. Tandis que le groupe se mobilisait pour localiser Béatrice, dans l'hôtel particulier des Mercier à Neuilly-sur-Seine, Auguste recevait une visite inattendue. Assise élégamment sur le canapé du grand salon, se trouvait Vera Alary, la mère d'Hélène et la matriarche,
d'une des familles les plus traditionnelles de la région de Lyon. « J'avoue que votre appel m'a surpris, Vera », commenta Auguste en lui servant un verre de vin. « Je pensais que le rapprochement entre nos familles était terminé en même temps que le mariage raté de nos enfants. » Vera sourit diplomatiquement, ses 60 ans chargés de l'expérience de celle qui avait navigué dans les eaux troubles de la haute société pendant des décennies. « Ne soyez pas dramatique, Auguste. Henri et Hélène sont toujours mariés. Ce qui a changé, c'est seulement la dynamique professionnelle entre vous. Vous appelez ça un changement de dynamique professionnelle, quand votre gendre abandonne l'entreprise familiale pour soutenir un projet qui s'oppose directement à nos intérêts. » L'irritation transparaissait dans chaque mot d'Auguste. « Je vois cela comme une opportunité, pas comme une tragédie, » répondit Vera calmement, observant la réaction de son ancien allié. « Et c'est pour cela que je suis ici, pour offrir une perspective que vous n'avez peut-être pas envisagée. » À l'entrepôt de la Fondation, Henri terminait un appel téléphonique, le visage blême d'inquiétude. « Nous n'avons pas réussi à la localiser. Le vol a atterri il y a 3 heures, et il n'y a aucune trace d'elle dans aucun hôtel de la ville. » Hélène s'approcha, lui touchant le bras avec une sincère préoccupation. « Pourrait-elle être chez ton père ?»« Possible, mais improbable. » P.A. jurait de ne plus jamais mettre les pieds dans cet hôtel particulier après leur dernière dispute. Il passa la main dans ses cheveux, un rare geste de frustration visible. « Et si ?» La phrase fut interrompue par la sonnerie de son portable. Le numéro était inconnu, mais Henri répondit immédiatement. Son expression passa rapidement de l'appréhension au choc, puis à une joie incrédule. « Béa, où es-tu ? On te cherche partout. »« Quoi ?» Il marqua une pause, écoutant attentivement. « Ça n'a aucun sens. Pourquoi serais-tu » Une autre pause. « J'arrive tout de suite. » Quand il raccrocha, le visage d'Henri était un mélange confus d'émotions. C'était Béatrice. « Elle est ici à Paris, mais elle n'est pas venue à l'appel de mon père. »« Où est-elle alors ?» demanda Hélène confuse. « Au siège de la Fondation. Apparemment, elle connaissait déjà votre travail depuis des mois. Elle est venue spécifiquement pour soutenir notre cause. » Le groupe échangea des regards perplexes. « Comment est-ce possible ?» questionna Déborah. « Votre sœur connaissait la Fondation avant même vous ?» Henri secoua la tête, encore en train de traiter l'information. Elle a dit quelque chose sur le fait d'avoir été aidée par la Fondation l'année dernière, pendant une crise personnelle. Je n'ai pas tout compris, mais elle semblait émue. « Je pense qu'il est temps d'aller là-bas et de découvrir exactement ce qui se passe, » décida Hélène en prenant son sac. « Si votre sœur est venue soutenir la Fondation, nous devons comprendre pourquoi. » Sur le chemin de l'entrepôt de Belleville, Henri restait silencieux, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Béatrice avait toujours été la rebelle de la famille, celle qui remettait en question les structures de pouvoir que les autres Mercier acceptaient sans hésitation. Pourtant, l'idée qu'elle connaisse la Fondation et qu'elle ait apparemment une connexion personnelle avec le projet était déconcertante. Quand ils arrivèrent enfin, ils trouvèrent une jeune femme aux cheveux courts et aux vêtements décontractée discutant avec animation avec quelques artistes dans l'espace principal. Béatrice Mercier avait les mêmes yeux perçants que son frère, mais dégageait une énergie complètement différente. Plus libre, plus expressive, sans le poids de la formalité qu'Henri avait cultivée pendant des décennies. « Béa !» s'exclama-t-il, s'avançant pour serrer sa sœur dans ses bras. Elle lui rendit son étreinte avec une affection sincère, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux quand elle s'écarta pour le regarder. Une maturité, une détermination qu'il ne reconnaissait pas chez l'adolescente rebelle qui avait quitté la France des années auparavant. « Bienvenue dans la Révolution, mon frère », plaisanta-t-elle, mais le ton était sérieux sous l'apparente légèreté. « Tu as enfin rejoint le bon côté de l'histoire. »« De quoi parles-tu? Comment connais-tu la Fondation? Pourquoi? Ne l'as-tu jamais mentionné dans nos conversations ?» Béatrice regarda au-delà de lui, fixant son regard sur Hélène, qui s'approchait prudemment. « Parce que certaines histoires doivent être racontées au bon moment, » répondit-elle énigmatiquement. « Et je pense que le moment est enfin venu pour vous de savoir la vérité sur la raison de mon retour en France. » Henri remarqua l'échange de regards entre sa sœur et sa femme, non pas de reconnaissance mutuelle, mais d'une sorte de compréhension partagée qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « C'est là quelle vérité, Béa ?» La jeune femme prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à révéler quelque chose gardé depuis longtemps.
L'année dernière, alors que je visitais Paris en secret, j'ai rencontré un homme. Nous sommes tombés amoureux rapidement, intensément. Il était le fils d'un homme d'affaires important et notre relation a évolué trop vite. Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il a complètement changé. Il a exigé que j'avorte, disant que son père n'accepterait jamais une belle fille comme moi, avec ma réputation de rebelle. Henri écoutait, stupéfait. Béatrice n'avait jamais mentionné de relations sérieuses dans leurs conversations régulières. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Je t'aurais aidé, tu le sais bien. » Parce que je savais que tu ferais exactement ce qu'un Mercier ferait. Utiliser le pouvoir et l'argent pour résoudre le problème, probablement en offrant un arrangement financier à sa famille, ou en les menaçant d'une manière ou d'une autre. Béatrice sourit tristement. « Je ne voulais plus de solution, merci à mes problèmes, Henri. Je voulais trouver ma propre voie. » « Et c'est là que tu as trouvé la fondation, » conclut doucement Hélène. Béatrice acquiesça, se tournant vers elle. J'étais désespéré, seul dans une ville où mon nom de famille était à la fois une bénédiction et une malédiction. Par une amie artiste, j'ai entendu parler d'un programme de la Fondation Les Mariannes qui offrait un soutien aux femmes en situation de vulnérabilité. J'y suis allé en utilisant seulement mon prénom, sans révéler mon identité complète. « Et nous t'avons aidé, » compléta Déborah en s'approchant. « Maintenant, je me souviens de toi, la jeune étudiante en art portugaise, c'est ça? Tu as participé aux ateliers de céramique thérapeutique. »« Exactement, » confirma Béatrice en souriant à l'artiste. « C'est là que j'ai trouvé non seulement un soutien pratique, mais une communauté, des femmes qui m'ont vu comme une personne, pas comme un nom de famille ou un scandale potentiel. » Henri absorbait chaque mot, essayant de concilier cette révélation avec l'image qu'il avait de sa sœur et avec la nouvelle lumière qu'elle jetait sur la fondation que sa propre femme avait construite en secret. Et qu'est-il arrivé à? Et il hésita, incertain de comment poser la question. « À ma grossesse ?» compléta directement Béatrice. « J'ai décidé de la poursuivre, soutenue par le réseau de femmes de la Fondation. J'ai eu mon fils, Miguel, il y a 4 mois, à Lisbonne. Il est là-bas maintenant, avec une amie de confiance pendant que je suis venu régler quelques affaires en suspens en France. La nouvelle qu'il était oncle frappa Henri comme un tsunami, un neveu de 4 mois dont il ignorait même l'existence. Une partie de la famille Mercier n'est complètement hors du contrôle et de la connaissance du patriarche. « Pourquoi revenir maintenant ?» demanda Hélène, sentant qu'il y avait plus dans cette histoire. Béatrice redressa les épaules, un geste qui rappelait étrangement celui d'Henri lorsqu'il se préparait à une décision importante. Parce que quand j'ai vu mon frère affronter publiquement notre père pour défendre une fondation qui m'a sauvé la vie, j'ai su qu'il était temps pour moi de prendre position aussi. Je suis venu pour offrir mon soutien public et pour révéler comment la Fondation Les Mariannes sauve silencieusement des femmes que des familles comme la nôtre préfèrent cacher ou contrôler. L'impact de cette révélation était indéniable. Une Mercier aidée secrètement par un projet créé par l'épouse d'un autre Mercier, tout cela se déroulant dans l'ombre du puissant empire familial. L'ironie de la situation n'échappait à personne dans la pièce. « Il y a une autre chose que vous devez savoir », ajouta Béatrice, sa voix prenant un ton plus grave. « Le père de mon fils, c'est Paolo Tanaka. » Tanaka, comme. Oui, le fils de Kenji Tanaka, l'investisseur japonais qui veut maintenant financer le projet de la Villette. Béatrice sourit ironiquement. Le monde est plus petit qu'on ne l'imagine, n'est-ce pas? Et nos vies plus interconnectées que nous ne pouvons le percevoir. Chapitre 7. Renaissance et transformation. Le salon de réception du Théâtre du Châtelet à Paris était élégamment décoré pour l'occasion. Des lumières douces illuminaient des œuvres d'art disposées stratégiquement dans l'espace, toutes créées par des femmes soutenues par la Fondation Les Mariannes de France. Parmi les invités, un mélange inhabituel d'artistes de quartier, périphériques, d'hommes d'affaires, de diplomates et de figures de la haute société parisienne créait un brouhaha animé qui reflétait la nature même, révolutionnaire de l'événement. Ces 6 mois s'étaient écoulés depuis la démission publique d'Henri Mercier et la guerre ouverte, qui s'en était suivie contre son père. 6 mois de bataille judiciaire, de campagne médiatique et, de manière surprenante, de profondes transformations personnelles pour tous les acteurs impliqués. Dans les coulisses de l'événement,
Hélène ajustait nerveusement la robe bleu pétrole qu'elle avait choisie pour la soirée. Ce n'était pas seulement l'inauguration officielle du nouveau siège de la Fondation, mais aussi la présentation publique du projet de logement révolutionnaire du quartier de la Villette, désormais rebaptisé Communauté intégrée les Mariannes, financée intégralement par la Tanaka Corporation. « Tout est parfait, arrête de t'inquiéter », dit Déborah en s'approchant avec 2 coupes de champagne. Au cours des derniers mois, la jeune artiste avait progressivement assumé le rôle de directrice artistique de la Fondation, permettant à Hélène de se concentrer sur l'expansion stratégique. Le projet est prêt, les investisseurs sont ravis, et la moitié de Paris est là dehors attendant de célébrer ce que nous avons construit. Hélène accepta la coupe avec un sourire tendu. Ce n'est pas l'événement qui m'inquiète. C'est Henri, compléta Déborah compréhensive. Au même moment, dans un petit bureau adjacent au salon principal, Henri Mercier affrontait ses propres démons intérieurs. Les 6 mois qui s'étaient écoulés depuis sa rupture avec l'empire familial avaient été des montagnes russes émotionnelles. Il avait perdu la présidence de l'entreprise dont il aurait un jour hérité, vu son compte bancaire principal gelé par les manœuvres juridiques de son père, et expérimenté pour la première fois de sa vie ce que signifiait construire quelque chose depuis le début, sans le poids du nom Mercier pour ouvrir toutes les portes. « Prêt pour le grand moment ?» demanda Raymond en entrant avec un dossier de documents. « Je n'en suis pas sûr », admit Henri avec une franchise qui aurait été impensable chez le dirigeant contrôlé qu'il était 6 mois plus tôt. « Signez officiellement les papiers de séparation patrimoniale. C'est le point de non-retour. » Sur la table reposaient les documents qui officialiseraient sa sortie définitive en tant qu'actionnaire de Mercier Développement, en échange de la libération d'une partie de son patrimoine personnel et de la fin des poursuites judiciaires contre la Fondation. Un accord conclu après des semaines de négociations tendues, médiatisées non pas par des avocats, mais de manière surprenante par Vera Allary, la mère d'Hélène. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda Raymond, qui avait abandonné la sécurité d'une carrière en entreprise pour suivre Henri dans cette nouvelle aventure. Henri contempla le stylo dans ses mains, un cadeau de son père lorsqu'il avait pris la présidence, ironiquement. « Il y a 6 mois, j'aurais dit que je sacrifiais tout pour un principe. Aujourd'hui, je réalise que je choisis simplement un chemin différent, un chemin qui m'appartient vraiment. » Il sourit. « Ce qui est drôle, c'est que je ne me suis jamais senti aussi riche que maintenant, alors que techniquement, j'ai perdu la moitié de ma fortune. » Dans le salon principal, Béatrice Mercier circulait parmi les invités avec le petit Miguel dans les bras. La présence de la sœur cadette d'Henri avec son fils, un Mercier Tanaka de seulement 10 mois, était devenu un symbole puissant du nouveau récit qu'il construisait, surtout après que l'histoire de la façon dont la Fondation l'avait aidé dans son moment le plus vulnérable fut devenue publique, désarmant efficacement de nombreuses tactiques d'Auguste. « Il vous ressemble de plus en plus », commenta Kenji Tanaka en s'approchant avec un sourire aimable. L'homme d'affaires japonais à 65 ans dégageait une dignité sereine qui contrastait fortement avec l'agressivité d'Auguste Mercier. « Tout le monde le dit », répondit Béatrice fière. « Mais il a les yeux de son père. » Elle hésita avant d'ajouter « Paulo a confirmé qu'il viendrait ce soir ?» La relation entre Béatrice et le fils de Kenji était complexe. Après la naissance de Miguel et l'intervention de Kenji lui-même, qui, contrairement à Paulo, avait rapidement assumé sa responsabilité de grand-père, le jeune homme d'affaires avait entamé un lent processus de rapprochement, plus par pression familiale que par conviction personnelle. « Il a promis », répondit Kenji avec une expression qui mêlait espoir et résignation. « Mon fils apprend encore que la famille n'est pas une commodité mais un engagement. Certaines leçons prennent plus de temps pour certains que pour d'autres. » Dans un coin plus reculé du salon, Carmen observait l'arrivée d'autres invités lorsqu'elle remarqua une silhouette qui fit accélérer son cœur. Auguste Mercier, impeccablement vêtu d'un costume italien, entrait discrètement dans l'événement. « Problème », murmura-t-elle à Louise Veloso, qui suivit immédiatement son regard. « Comment a-t-il obtenu une invitation ?» demanda l'avocate, surprise. La liste a été vérifiée personnellement par Hélène. « On n'a pas besoin d'invitation quand on possède la moitié de Paris », répondit une voix familière derrière elle. Auguste Mercier avait visiblement vieilli au cours des derniers mois. Ses cheveux grisonnants semblaient plus blancs et des rides de fatigue marquaient son visage autrefois impeccable. Pourtant, l'aura de pouvoir et d'autorité restait intacte.
Monsieur Mercier, salua formellement Louise. Je dois vous rappeler que votre présence n'a pas été sollicitée à cet événement privé. Je suis venu voir mon petit-fils, répondit-il simplement. Et peut-être parler à mon fils, s'il est disposé. La surprise sur le visage des deux femmes était évidente. En 6 mois de bataille, Auguste n'avait jamais reconnu publiquement Miguel comme faisant partie de la famille, ni manifesté le moindre intérêt pour une réconciliation avec Henri. « Je vais informer Henri de votre présence », décida Carmen en s'éloignant rapidement. Quand la nouvelle parvint au petit bureau où Henri se préparait à signer les documents, sa réaction fut un choc initial suivi d'un calme surprenant. « Je vais lui parler », décida-t-il après un moment de réflexion. « Tu es sûr ?» questionna Raymond inquiet. « Ce pourrait être une stratégie pour perturber l'événement. Ou ce pourrait être exactement ce que ça semble être, un vieil homme réalisant qu'il a perdu plus qu'il n'a gagné dans cette guerre. » Henri rangea le stylo dans sa poche. Les documents peuvent attendre quelques minutes de plus. Pendant ce temps, au centre du salon, Hélène recevait les compliments de Vera Alary. La relation entre la mère et la fille, traditionnellement formelle et distante, avait subi une transformation inattendue au cours des derniers mois. Après avoir assumé le rôle de médiatrice entre les familles Mercier et Alary, et de manière surprenante, entre Auguste et Henri, Vera avait révélé une facette qu'Hélène ne lui connaissait pas, celle d'une négociatrice habile et d'une femme aux opinions bien plus progressistes que son apparence. Traditionnelle ne le laissait supposer. « Ta fondation a dépassé toutes les attentes, ma fille, » commenta Vera en observant le salon bondé. « J'avoue que lorsque tu as commencé ce projet, j'ai craint que ce ne soit qu'une distraction temporaire d'un mariage malheureux. » Et Hélène sourit, appréciant la franchise qui caractérisait désormais ses conversations avec sa mère. « D'une certaine manière, tu avais raison. Mais au lieu d'une distraction, c'est devenu une révélation de ce que je pouvais être au-delà d'une femme trophée. » Vera acquiesça, un regard réfléchi dans ses yeux expérimentés. « Tu sais, pendant des décennies, j'ai vécu comme toi pendant les premières années de ton mariage, en jouant un rôle, en suivant un scénario écrit par d'autres. Ce n'est qu'après le divorce, quand ton père est parti, que j'ai découvert ma propre voie dans les affaires de la famille. » Elle toucha doucement le bras de sa fille. « Tu as eu le courage de trouver ta voie sans avoir besoin de rompre ton mariage. C'est admirable. » La conversation fut interrompue par l'approche de Déborah, visiblement tendue. « Hélène Auguste Mercier est là. Henri va lui parler maintenant. » À l'autre bout du salon, père et fils se retrouvaient face à face pour la première fois depuis leur confrontation publique, 6 mois plus tôt. Ils choisirent une petite terrasse latérale, à l'abri des regards curieux des invités. Le contraste entre eux n'avait jamais été aussi évident. Auguste, toujours prisonnier de la formalité et du contrôle qu'il avait toujours caractérisé. Henri, visiblement plus détendu et authentique dans son nouveau rôle. « Tu as l'air en forme », commenta Auguste, surprenant son fils par le ton presque cordial. « Apparemment, la vie de révolutionnaire social te va bien. Je ne suis pas venu pour révolutionner quoi que ce soit, père. Juste pour construire quelque chose de plus aligné avec qui je suis vraiment. » Auguste observa la ville qui s'étendait sous eux, les lumières de Paris scintillant dans la nuit comme elle l'avait toujours fait, indifférente aux drames humains qui se déroulaient sous leur éclat. « Je suis venu connaître mon petit-fils, » dit-il finalement, la voix plus douce qu'Henri ne l'avait jamais entendue. « Et peut-être comprendre pourquoi mes 2 enfants ont choisi des chemins si différents de ce que j'avais prévu pour eux. » La sincérité inattendue dans les paroles du patriarche prit Henri au dépourvu. Un instant, il vit au-delà de la façade de l'homme d'affaires implacable, juste un vieil homme confronté à l'héritage complexe qu'il avait bâti. Miguel est à l'intérieur avec Béatrice. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de vous les présenter, à condition que vous respectiez ses choix en tant que mère. Auguste acquiesça, un geste étrangement humble de sa part. « J'ai entendu dire que tu allais signer aujourd'hui les documents officialisant ta sortie de l'entreprise. » Oui, c'était le seul moyen de mettre fin à cette guerre qui ne profite à personne. Un lourd silence s'installa entre eux, chargé de 5 décennies d'attentes frustrées, de mots non dits, d'une relation construite plus sur le devoir que sur l'affection. « Ta mère a demandé de tes nouvelles, » dit brusquement Auguste. « Elle va mieux. Les nouveaux traitements fonctionnent. » La mention de sa mère, un quasi-tabou dans leur rare conversation, surprit Henri. « Elle est au courant de tout ça. »
De mon départ de l'entreprise, de Miguel? Je lui ai raconté la semaine dernière. Elle a été étonnamment compréhensive. Auguste hésita avant d'ajouter « En fait, elle a dit que tu avais enfin l'air heureux sur les photos qu'elle a vues dans les journaux, qu'elle ne t'avait jamais vu sourire comme ça quand tu étais à la présidence. » Cette observation si simple et si vraie toucha profondément Henri. Sa mère, même isolée et fragile, avait vu ce que lui-même avait mis si longtemps à percevoir. « J'aimerais lui rendre visite, » dit-il, « si tu le permets. Elle aimerait ça. Et Béatrice devrait venir aussi, avec le petit. » Une pause. Hélène serait également la bienvenue. L'offre de paix voilée mais indéniable flottait entre eux quand Hélène s'approcha prudemment de la terrasse. « Excusez-moi de vous interrompre, mais il est l'heure de l'annonce officielle, » dit-elle s'adressant principalement à Henri, mais incluant Auguste d'un signe de tête respectueux. « On rentre, père » qu'invita Henri, lui tendant symboliquement la main. Le vieux patriarche hésita un instant avant d'accepter le geste. Ce n'était pas une réconciliation complète. Des décennies de dynamique dysfonctionnelle ne se résolvent pas en une seule conversation, mais c'était un début, une reconnaissance mutuelle que l'avenir pourrait être construit sur de nouvelles bases. Dans le salon principal, une petite scène avait été préparée. Kenji Tanaka attendait déjà, aux côtés d'élus municipaux et de représentants des communautés qui bénéficieraient du projet de logement. Béatrice s'était stratégiquement positionnée à proximité, avec Miguel dans les bras, un tableau vivant de l'avenir qu'il construisait. Quand Henri et Hélène montèrent sur scène, suivis discrètement par Auguste, un murmure de surprise parcourut l'auditoire. La présence du patriarche Mercier, non pas en tant qu'adversaire mais en tant que participant, ajoutait une couche de signification inattendue à l'événement. « Bonsoir à tous », commença Hélène, sa voix claire et confiante au micro. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'inauguration officielle du nouveau siège de la Fondation Les Mariannes de France, mais aussi le début d'un projet révolutionnaire de logement social dans le quartier de la Villette. » Pendant qu'elle détaillait les aspects techniques et sociaux du projet, Henri observait le salon bondé, un microcosme du vrai Paris, pas seulement la version exclusive qu'il avait fréquentée pendant des décennies. Des artistes de quartiers périphériques discutant d'égal à égal avec des hommes d'affaires. Sa sœur rebelle présentant fièrement son fils à des invités curieux. Sa femme, autrefois reléguée au rôle d'hôtesse décorative, commandant maintenant la scène avec une autorité et une passion authentiques. « Et maintenant, » a poursuivi Hélène, « j'ai le plaisir d'appeler mon partenaire dans cette aventure, Henri Mercier, pour annoncer la prochaine phase de notre mission. » En prenant le micro, Henri ressentit un mélange de nervosité et de certitude qu'il n'avait jamais éprouvé lors de ses innombrables présentations d'entreprises précédentes. Cette fois, il parlait non pas en tant qu'héritier jouant un rôle prédéterminé, mais en tant qu'homme ayant choisi consciemment son chemin. Quand j'ai démissionné de la présidence de Mercier Développement il y a 6 mois, beaucoup ont remis en question ma santé mentale. Commença-t-il, provoquant des rires dans l'assistance. D'autres ont spéculé sur des crises de la quarantaine ou des manœuvres stratégiques élaborées. La vérité est bien plus simple. J'ai découvert tardivement que le succès ne se mesure pas seulement en bilan financier ou en projet grandiose. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène, transmettant un message silencieux de gratitude et d'admiration. J'ai appris, grâce à une femme extraordinaire, que le vrai développement se produit lorsque nous construisons des ponts et non des murs, lorsque nous incluons et non excluons, lorsque nous écoutons des voix que nous avons traditionnellement réduites au silence. Il marqua une pause, son regard parcourant l'auditoire diversifié. Tutti, projet que nous annonçons aujourd'hui, la communauté intégrée. Les Mariannes représentent une nouvelle vision du développement urbain pour Paris. Un modèle où les habitants d'origine ne sont pas expulsés, mais intégrés. Où la culture et l'art ne sont pas des accessoires, mais des fondements. Où le profit n'est pas le seul objectif, mais une conséquence d'un processus juste et durable. La mention de Kenji Tanaka et du partenariat international provoqua des applaudissements enthousiastes. L'homme d'affaires japonais les rejoignit sur scène, son discours renforçant l'engagement à long terme envers l'initiative. Lorsque Béatrice fut invitée à parler brièvement de son expérience personnelle avec la Fondation, il n'y eut pas un œil sec dans la salle. À la fin des présentations formelles, alors que les invités circulaient entre les œuvres d'art et les maquettes du projet de logement, Henri trouva Hélène dans un rare moment de solitude,
près d'une des fenêtres panoramiques. « Nous avons réussi », dit-elle, l'adrénaline de l'événement encore visible sur son visage radieux. « Et ce n'est que le début », répondit-il, lui prenant la main avec une intimité qui, 6 mois plus tôt, aurait été impensable entre eux. Le geste ne passa pas inaperçu de Déborah, qui observait discrètement le couple à distance. « Ils ont l'air différents », commenta-t-elle à Carmen. « Pas seulement professionnellement, mais en tant que couple. » L'assistante chevronnée sourit, la sagesse de décennies se reflétant dans ses yeux, parce qu'ils se voient enfin vraiment, pas à travers le prisme des attentes familiales ou des conventions sociales. Il a fallu 5 ans et une révolution complète dans leur vie, mais ils apprennent enfin à se connaître. Au centre du salon, Béatrice s'approchait avec Miguel, suivie à quelques pas de distance par Auguste, visiblement mal à l'aise mais déterminée. « Je crois que quelqu'un veut connaître officiellement son grand-père », dit-elle en s'adressant à Henri. Avec un soin presque révérencieux, Auguste accepta de tenir le petit Miguel. Le contraste était surréaliste, l'implacable patriarche des affaires parisiennes, berçant doucement un bébé que, quelques mois plus tôt, il avait pratiquement refusé de reconnaître. « Il a les yeux de ta mère », commenta le vieil homme d'affaires, la voix étrangement étranglée. « Les mêmes yeux que toi et Béatrice avez hérités. » Ce fut un moment bref, mais chargé de signification. Non pas une réconciliation complète, mais la reconnaissance que même les structures les plus rigides peuvent, finalement, s'assouplir. Alors que l'événement touchait à sa fin, Henri se retrouva de nouveau dans le petit bureau adjacent, les documents de séparation patrimoniale, attendant toujours sa signature. Hélène le rejoignit, fermant doucement la porte derrière elle. « Tu es toujours sûr ?» demanda-t-elle en désignant les papiers. Henri contempla un instant le stylo dans ses mains, le symbole d'un passé qui, bien qu'il ne puisse être effacé, pouvait être redéfini selon ses propres termes. « Plus que jamais », répondit-il en signant d'un geste ferme. « Ce n'est pas une fin, mais un commencement. » Quand il eut terminé, il tendit le stylo à Hélène, qui ajouta sa propre signature en tant que témoin. Ce n'étaient pas seulement des documents légaux, mais la formalisation d'un voyage qui avait commencé des mois plus tôt. Quand un homme d'affaires habitué au contrôle absolu avait appris, pour la première fois, la valeur du lâcher-prise. « Sais-tu ce qui est ironique ?» commenta-t-il lorsqu'ils eurent fini. « J'ai passé des années à construire un empire qui ne m'a jamais vraiment appartenu. Et maintenant, en perdant la moitié, je me sens enfin libre. » Hélène sourit, lui touchant doucement le visage avec une intimité qui était encore nouvelle pour eux deux, mais de plus en plus naturelle, parce que c'est enfin à toi, ton choix, ton chemin, ta version du succès. Quand ils retournèrent dans le salon pour les derniers adieux, Henri remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais noté lors des événements sociaux précédents. Il était sincèrement détendu. Ne jouant pas un rôle, ne calculant pas chaque interaction pour son potentiel stratégique, juste présent, connecté, à ses côtés, Hélène rayonnait, non pas comme l'épouse décorative qu'elle avait été formée à être, mais comme une force à part entière, une leader reconnue pour son travail, pas pour son nom de famille. Observant les invités prendre congé, Kenji Tanaka discutant avec animation avec des représentants de la communauté, Béatrice montrant fièrement son fils à des amis artistes, sa mère Vera étonnamment engagée avec Déborah sur de futurs projets, Henri ressentit une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée en des décennies de succès d'entreprise. Il était enfin à sa place. « À quoi penses-tu » demanda Hélène, remarquant son regard contemplatif. « Au fait qu'il faut se perdre pour se trouver, » répondit-il, entrelaçant ses doigts aux siens. « Au fait que tu m'as appris, sans mots, qu'aimer n'est pas posséder, mais libérer. » Elle sourit, serrant sa main en réponse silencieuse. À l'autre bout du salon, Auguste se préparait à partir lorsqu'il fut abordé par Kenji Tanaka. Monsieur Mercier salua l'homme d'affaires japonais avec une révérence respectueuse. « Je voudrais vous exprimer mon admiration pour votre présence ici ce soir. Je sais que cela n'a pas dû être facile. » Auguste étudia l'homme en face de lui, un contemporain qui, contrairement à lui, semblait avoir trouvé un équilibre entre tradition et évolution, entre autorité et flexibilité. « Mes enfants ont choisi des chemins que je n'avais pas prévus pour eux, » répondit-il avec une franchise surprenante. « J'apprends, tardivement, que ce n'est peut-être pas nécessairement une tragédie. » Kenji sourit, compréhensif. « Dans ma culture, nous avons un concept appelé kintsugi,
l'art de réparer les céramiques brisées avec de l'or, transformant les fractures en beauté. C'est peut-être ce dont nous sommes témoins ici. Non pas une rupture définitive, mais le début de quelque chose de nouveau et de plus fort, construit sur les cicatrices du passé. Les mots du japonais accompagnèrent Auguste alors qu'il quittait l'événement, seul mais pas entièrement vaincu. Il avait perdu une bataille pour le contrôle, sur ses enfants, sur le récit de la famille Mercier. Mais peut-être, comme l'avait suggéré Kenji, cette défaite même contenait-elle les graines de quelque chose d'inopinément précieux. À la sortie du théâtre du Châtelet, sous le ciel étoilé de Paris, Henri et Hélène prenaient un congé des derniers invités quand il la tira soudainement dans un coin plus réservé de l'escalier. « Il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-il, un sérieux inhabituel dans sa voix. « Ça a l'air sérieux », répondit-elle inquiète. « Ça laisse. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « En 5 ans de mariage, je n'ai jamais fait ce que j'aurais dû faire dès le premier jour. » Et puis à la surprise totale d'Hélène, Henri Mercier, l'homme qui avait maintenu pendant des années une distance émotionnelle méticuleuse, lui prit les mains avec révérence et déclara « Hélène, je sais que nous avons commencé comme un accord entre familles, que nous avons passé des années à vivre comme des étrangers sous le même toit, que ce n'est que récemment que nous avons vraiment commencé à nous connaître. » Il sourit, un sourire sincère qu'il montrait rarement au monde. Mais au cours de ces derniers mois, alors que nous reconstruisions nos vies professionnelles, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis tombé amoureux. Pas de l'Hélène à Larry Mercier des événements sociaux, mais de la vraie Hélène, forte, visionnaire, déterminée. L'émotion sincère dans ses paroles prit Hélène au dépourvu, des larmes inattendues brillant dans ses yeux. « Je te demande une seconde chance, » poursuivit-il. « Pas comme un accord, pas comme une convenance sociale, mais comme un choix conscient. Cette fois basé sur qui nous sommes vraiment. » Hélène observa l'homme en face d'elle, si différent du dirigeant froid qu'elle avait épousé 5 ans plus tôt. La transformation n'était pas seulement externe, mais profonde, fondamentale. « Sais-tu quelle a été la plus grande leçon que j'ai apprise dans tout ce processus ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Que la vraie liberté n'est pas l'absence de lien, mais la capacité de choisir consciemment à qui nous nous lions. » Elle sourit, lui touchant doucement le visage. « Et je te choisis, Henri, pas l'héritier Mercier, mais l'homme qui a eu le courage de redéfinir le succès selon ses propres termes. » Sous les lumières de la ville qui avait été le témoin de leur voyage extraordinaire, ils scellèrent cette promesse non pas avec un baiser calculé pour les photographes mondains, mais avec une étreinte sincère, le genre d'étreinte qui ne cherche pas à posséder, mais simplement à célébrer la présence de l'autre. C'était un nouveau départ, pas parfait, non sans défi mais authentique, construit non pas sur des attentes héritées ou des conventions sociales, mais sur des choix conscients et des valeurs partagées. Et tandis que Paris poursuivait sa danse éternelle de lumières et d'ombres autour d'eux, Henri et Hélène savaient qu'ils s'étaient enfin trouvés. Non seulement l'un l'autre, mais eux-mêmes. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que le voyage d'Henri et Hélène a touché vos cœurs. Pour continuer à naviguer dans des histoires tout aussi émouvantes sur la transformation et les nouveaux départs, nous avons préparé une playlist spéciale que vous pouvez trouver en cliquant sur l'icône à gauche de l'écran. Si ce récit d'amour et de courage a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent les complexités des relations humaines et la beauté des recommencements. Qu'avez-vous pensé du parcours d'Henri et Hélène? Partagez dans les commentaires vos impressions et le moment qui vous a le plus touché. Nous sommes impatients de lire vos avis